Bonjour, bienvenue à Radio Renard. Cette semaine, notre invitée est Elisabeth Dufresne. Bonjour. Elisabeth. Bonjour. Tu es la fondatrice de Pléiade, qui offre des ateliers de philosophie pour les enfants. Oui. Et tu t'impliques aussi beaucoup au Québec pour favoriser un mouvement vers les écoles démocratiques. Exactement. Donc, valoriser l'éducation alternative. Donc, tu es collaboratrice au REDAC, qui est justement le réseau des écoles démocratiques au Québec. Et on s'est rencontrés à un atelier du Lion et la Souris sur le jeu libre. Et on s'est mis à parler. De fil en aiguille, tu m'as invité à un événement que tu organisais, qui est la journée conférence pour l'éducation autrement. Mm-hmm. Donc, Renard a eu une table là, puis on a rencontré plein de gens de ton domaine, des personnes super intéressantes. Et je crois, en fait, que notre affinité, c'est justement... Je vais insister sur ce mot-là, le autrement, de penser autrement, de questionner les conventions. Tu le fais dans le domaine de l'éducation. Pour Renard, on essaie constamment de questionner notre état d'esprit puis de se dire, OK, comment on peut repenser notre quotidien, comment on peut repenser c'est quoi la vie active. Puis si on veut faire un changement dans sa vie, ça implique de comprendre comment on apprend, qu'est-ce qu'on aime apprendre, comment on peut modeler notre environnement. Fait que c'est toutes des questions de comment mieux vivre puis de se développer à son plein potentiel qu'on partage. Fait que notre podcast aujourd'hui va pas être spécifiquement sur la vie active, mais plus sur ce mindset-là ou cette philosophie, ces valeurs-là qu'on partage. Donc, on va en apprendre plus sur ton parcours et sur ce qu'est l'éducation alternative. Mm-hmm. En fait, on peut commencer avec ça. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce domaine-là? Ouais. Écoute, ça part d'un cours à l'UQAM en scénarisation cinématographique. On est loin. Je suis en train de regarder un film, puis il y a comme une perte de sens qui émerge en moi. Puis à ce moment-là, je me dis, OK, là, moi, je suis tannée de regarder des gens, puis j'ai étudié en art pendant 2 ans avant. Je suis tannée de regarder des gens qui vivent comme plein d'aventures, puis moi, je sens que ça fait plus de sens que je sois assise sur des bancs d'école tout le temps. Fait que j'ai dit, OK, là, je pars à l'aventure. Fait que je suis allée faire le chemin de Compostelle. Puis j'ai marché 900 km dans le nord de l'Espagne. Puis, tu sais, quand tu prends ce temps-là à l'extérieur pour marcher, hein, il y a comme de la sérotonine, il y a comme quelque chose qui se passe. Puis à ce moment-là, il y a vraiment plein de questions qui ont émergé en moi. Tu sais, j'ai repensé à mon parcours scolaire, tu sais, à tout ce qui s'était passé dans ma vie jusque-là. Puis, au début, tu sais, j'ai eu des constatations qui étaient quand même sombres. Tu sais, j'étais comme, il y a beaucoup de gens autour de moi qui vont pas bien. Okay. Qui sont tristes. Parce que je voyais tellement des gens qui étaient heureux sur le chemin de Compostelle puis qui étaient comme dans leur plein potentiel de vie. Puis j'étais comme, il me semble les gens avec qui je vais à l'école sont pas de même, sont comme... On s'en rend plus compte, hein? On s'en rend plus compte, tu sais. Fait que là, je me sortais de ce contexte-là. Puis là, je me suis dit, comment je pourrais faire pour aider ces gens-là, tu sais. Puis au début, ça m'a mené à me questionner vraiment sur la guérison interne. Fait que c'était vraiment un chemin comme plus d'aller vers la thérapie, la psychologie, puis des mouvements aussi comme plus spirituels, tu sais, de réflexion personnelle, puis tout ça. Mais quand je suis allée vers ça, j'ai réalisé que c'était beaucoup de travail, puis souvent c'est des choses la guérison, c'est des choses qui sont ancrées comme profondément depuis des années. C'est des patterns qu'on a qui viennent justement du milieu scolaire, qui viennent de la famille, qui viennent de toutes sortes de choses. Puis j'ai trouvé ça vraiment gros puis vraiment lourd. Tu sais, j'ai pris plein comme d'outils là-dedans, mais je me suis dit, il y a peut-être quelque chose avant la guérison, tu sais. Okay. Puis là, c'est là que j'ai pensé à la prévention. Puis pour moi, la prévention, elle venait comme avec l'éducation, tu sais, de dire comment on éduque les gens, tu sais, de où ils viennent. Où ils sont formés, ces gens-là. Puis là, à ce moment-là, dans le fond, j'ai commencé à m'intéresser à toutes sortes de pédagogie. Mais là, je me suis vraiment dit, je veux devenir professeur. Fait que j'ai commencé un bac à ce moment-là à l'université. Ça a été en 2015. Puis là, à ce moment-là, je voulais aller plus vers les pédagogies Waldorf. Parce que moi, j'étais allée à l'école Waldorf quand j'étais jeune. En fait, C'est quoi cette approche-là? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est une approche qui est basée beaucoup sur les cycles de la nature. C'est des écoles qui vont vraiment être en lien avec
la communauté beaucoup. Tu sais, tu vas garder vraiment la même classe, le même enseignant pendant toutes les années. Il y a vraiment des choses super intéressantes dans ces écoles-là. Tu sais, je me rappelle, il y avait comme un jardin, un gros jardin d'herboristerie. On avait une herboriste à l'école. Il y avait vraiment toutes sortes de choses super intéressantes. Puis c'est une formation qui est tellement, si on veut, intense puis rigide, tu sais, que ça me prenait 3 ans au bac, puis après ça, il fallait que je fasse 3 ans pour me former Waldorf, fait que c'était 6 ans d'études. Fait que j'étais vraiment partie pour un gros projet. Puis finalement, les choses ont fait que j'ai commencé à travailler dans une coopérative dans Hochelaga qui s'appelle 1 Fonds 3. Puis nous, dans le fond, c'était vraiment notre mission d'accueillir les familles du quartier, faire des ateliers, de rendre accessible justement un café où les enfants pouvaient jouer. Puis ça a été super intéressant à ce moment-là de côtoyer ces familles-là. Puis là-bas, j'ai rencontré Thierry Pardo, donc qui a écrit le livre qu'on voit à la caméra. Oui, qui a écrit Une éducation sans école, dans le fond. Puis Thierry, disons que c'est un personnage assez particulier qui shake la structure interne. Tu sais, t'as des croyances dans la vie, tu sais, va voir Thierry, puis il va t'aider à l'aider. Il te shake les... Ouais. Je crois que, en fait, ton premier épisode de podcast, c'est lui ton invité. Ouais. Et je crois que tu l'appelles un pirate. Le pirate. Ouais. Puis je l'ai rencontré à l'éducation autrement, puis tu vois réellement que il a l'air de quelqu'un qui a le courage de dire ce qu'il pense, malgré que ce soit non conventionnel, puis même que ça puisse, comme tu dis, shaker certaines personnes puis les mettre en question. Puis il y a quelque chose de... Ça fait du bien, j'ai l'impression de rencontrer des personnes comme ça qui nous donnent aussi au final la permission de poser plus de questions puis de dire peut-être que ça aussi ça marche pas pour moi là. Oui. Puis je pense que moi je suis quelqu'un de vraiment intense dans la vie. Puis quand je rencontre quelqu'un qui est intense, tu sais, j'honore ça, puis je suis comme oui, je t'écoute, puis je trouve ça super intéressant qu'est-ce que tu me dis. J'ai rencontré lui, puis j'ai rencontré une autre personne qui s'appelle Émilie Michel Perrault, qui elle donnait des ateliers qui s'appelaient Une éducation heureuse. Puis elle présentait différents types d'approches alternatives au Québec. Fait que moi, dans ma tête, il existait le système public puis Waldorf. Tu sais, au début, c'était vraiment ça dans ma tête, parce que moi, c'est ça que j'avais connu. Et finalement, je me rends compte, il y a la pédagogie Montessori, il y a les écoles alternatives Freinet, puis là, je découvre un mouvement qui s'appelle donc les écoles démocratiques libres, pour lesquelles, finalement, en ce moment, je milite au Québec. Et je découvre également l'approche plus à la maison, unschooling. Donc ça, c'est vraiment un peu qu'est-ce que Thierry Pardo faisait à l'époque avec ses fils. Donc c'était vraiment une approche où finalement les enfants vont apprendre chaque jour selon leurs intérêts, puis sans injonction de la part des parents. Fait qu'il n'y a pas de projet qui est imposé par le parent. C'est vraiment juste d'être à l'écoute naturellement de qu'est-ce qui se passe jour après jour. Thierry, il voyageait avec ses fils. Moi, j'ai fait comme un atelier, par exemple, de jardinage avec ses fils. J'ai appris à les connaître. Tu sais, j'ai vu qu'il y avait vraiment comme... Il était allumé, ses enfants. Ça m'a vraiment beaucoup inspirée. Fait que à ce moment-là, tu sais, de part et d'autre, j'avais comme l'impression qu'il y avait quelque chose qui m'appelait hors de l'école. Puis c'est ça, pendant tout ce temps-là, moi, j'étais à l'université. Puis dans mes cours... ça me parlait vraiment pas, là, tu sais, qu'est-ce qui se passait, tu sais, c'est comme... C'était l'éducation classique. Exactement. De te former pour être un professeur dans le système actuel. Exactement. Puis à ce moment-là, tu sais, je réalisais que c'était plus le système que j'allais servir plutôt que les enfants. Je me rappelle, là, je me réveillais le matin, puis j'écoutais des documentaires dans mon lit, puis il y a une personne, tu sais, vraiment qui m'a également chamboulée à ce moment-là, qui s'appelle André Stern. Lui, dans le fond, il a écrit un livre qui s'appelle « Je ne suis jamais allée à l'école ». C'est vraiment quelqu'un, tu sais, qui a une parole puissante également, puis j'ai écouté toutes les vidéos qu'il a fait, je pense, j'ai lu son livre, puis, tu sais, lui, il m'a vraiment convaincue que dans la vie, pour apprendre, ça prenait de l'enthousiasme. Puis que c'est quand t'es enthousiaste dans la vie que tu deviens compétent.
Fait que là, c'était vraiment rendu, OK, avant l'école, je vibre, je lis des livres, j'écoute des documentaires. À l'école, j'arrive, je m'écrase, je perds mon énergie, puis je sens que ça me dégoûte. Ça me dégoûte un peu de ma mission. Fait que c'est ça qui se passait pour moi à ce moment-là, puis c'est vraiment là que j'ai décidé finalement que j'allais quitter, puis que j'allais trouver une manière, tu sais, à côté du système de contribuer au monde de l'éducation. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, tu connaissais pas tout le réseau du Québec. Tu sais, fait que tu te lançais un peu dans le vide. Oui. De dire, je sens que c'est pas fait pour moi, puis il va peut-être avoir quelque chose. C'est ça. D'où je vais le développer. C'est ça, puis tu sais, en même temps, avec Thierry, Émilie Michel, je commençais à me rendre compte qu'il y avait des gens le fun au Québec, tu sais, qui pensaient les choses autrement. Et là, sur Facebook, à un moment donné, je vais popper événements éducation autrement. Puis là, je suis comme, ah! Puis là, je vais voir, puis là, c'est comme des écoles alternatives au unschooling. Puis là, j'étais comme, wow! Je vais aller à cette journée-là, puis je vais pouvoir découvrir toutes sortes de choses. Puis finalement, tu sais, vraiment, en sortant de là-bas, j'ai fait comme, OK, génial. C'est ma place. C'est vraiment ma place. Ouais. Ben, justement, pour bien comprendre les différentes mentalités entre les deux courants, les deux approches, fait, comment est-ce que tu définis l'approche classique en éducation? Ouais. Pour moi, l'approche classique, c'est vraiment, ça va être rough du même, mais pour moi, c'est vraiment le projet qu'ont les adultes pour les enfants. OK? Les adultes, ils vont offrir des outils aux enfants pour qu'ils puissent être en mesure de se conformer dans un système. C'est vraiment d'atteindre finalement le diplôme d'études, bon, tel qu'on le connaît de nos jours. Fait que déjà là, pour moi, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Parce qu'il y avait un consentement avec l'enfant qui était pas présent. Tandis que, tu sais, quand je vais dans des approches plus alternatives, souvent, ça va être une des premières choses qu'on va demander, ça va être de mettre l'enfant au cœur de son projet éducatif. Puis là, ça, moi, c'est comme, enfin, je peux respirer. Absolument. J'ai l'impression que le système classique est beaucoup axé sur l'obéissance. Puis comme tu dis, je pense que c'est je suis pas familière avec l'histoire de l'éducation, mais j'ai l'impression que le modèle actuel est basé avant l'ère industrielle où il y avait besoin de former des employés. Puis là, on commence à voir un changement vers former des leaders. Tu sais, on commence à voir ça émerger, mais le système est tellement complexe puis bien ancré que c'est encore ce pattern-là d'avoir un programme puis de vouloir que les enfants fit dans ce programme-là puis obéissent aux objectifs. Exactement. Puis moi, j'ai pas fait l'école alternative, j'ai fait le parcours classique de la prématernelle jusqu'à même à la maîtrise, mais je me suis pas rendu compte à quel point, même en étant une très bonne élève qui fitait dans ce système-là, comment à l'intérieur de moi j'en ai souffert parce que je me suis rendu compte que j'étais excessivement curieuse, que j'étais un peu comme toi, quand il y a quelque chose qui m'intéressait, j'en suis assoiffée, je me lève le matin avec enthousiasme pour apprendre. Puis que quand j'arrivais à l'école, on dirait que j'avais plus peur d'échouer, puis ce qui me motivait, c'était comme la note au final. Puis je me rends compte à quel point c'est arbitraire, puis c'est pas un bon motivateur dans la vie, les notes, tu sais. Oui. Puis j'ai commencé... je me rappelle encore du moment où j'ai compris que la connaissance puis l'apprentissage se fait n'importe où dans la vie, pas nécessairement juste sur les bancs d'école. C'est quand j'ai lu un livre puis qui était pas de la fiction, puis j'ai fait « Oh wow, il y a quelque chose là », puis j'ai commencé à creuser, j'ai découvert les TED Talks. Puis, mais adulte, tu sais, rendu adulte, puis j'ai commencé même à foxer des cours à l'université, ce que j'avais jamais fait avant, puis mes notes ont monté. Quand j'ai commencé, tu sais, à comprendre que j'avais mon propre rythme d'apprentissage, puis que mes propres méthodes, puis que je pouvais le faire. Puis c'est ça, j'ai senti que... C'est ça, comme j'ai l'impression on a tous une flamme à l'intérieur de nous, une espèce d'intérêt, puis faut trouver une façon d'alimenter chez les gens. Oui. Puis même, je dirais, avant de l'alimenter, de le laisser vivre. OK? L'adulte, on n'est pas nécessairement là pour allumer le feu en enfant. OK? L'enfant, c'est une boule de feu qui brûle, puis il faut juste pas l'éteindre. OK? C'est vraiment ça d'abord. Puis oui, je pense qu'on assiste à une démocratisation du savoir en ce moment avec YouTube, avec Internet. Il y a vraiment un foisonnement qui se passe à ce niveau-là. Puis faut faire confiance justement que c'est pas simplement par l'école. C'est ça, il y a une confusion dans la vie entre éducation puis école. Si je te dis bon, j'éduque mon enfant tout de suite, on voit une école dans notre tête. Mais ça, c'est tellement
c'est monstrueusement triste parce que moi je pense que l'humain a un potentiel tellement plus grand que ce qu'on peut penser. Puis actuellement, à travers l'école, je pense qu'il est limité, ce potentiel-là. Puis je pense que justement, moi je dis toujours think outside the school, ok? C'est comme au lieu de, pense à l'extérieur de la boîte. Puis la boîte, c'est l'école, ok? Comment je peux apprendre autrement? Puis c'est ça un petit peu que j'essaie de faire justement en sortant de l'école en ce moment, c'est de voir, comment je peux apporter des outils puis des balises pour que les gens puissent créer des communautés d'apprentissage qui seraient justement moins limitées que par un programme strict. J'ai l'impression que le programme a un gros poids dans le sens que le programme permet d'atteindre des objectifs puis d'obtenir un diplôme, puis je pense que ça sécurise énormément ce papier-là. Puis la note, même la note est plus importante, on se fait toujours dire les notes au final c'est pas important, il n'y a pas un employeur qui va te le demander, encore là ça dépend des domaines, mais ça sécurise, puis il y a des gens, j'ai l'impression, qui vont quand même suivre le système parce que c'est la game. C'est la game qu'il faut jouer. Puis j'ai l'impression que ça va être la game à jouer pour longtemps encore dans certains domaines, comme en médecine. Tu sais, il y a des domaines classiques que ça va peut-être pas nécessairement changer rapidement, mais qu'il y a toutes sortes d'autres domaines que, comme tu dis, l'enfant peut apprendre énormément à plein d'autres endroits dans la vie. Puis se développer pleinement. Il y a un terme quand tu parles du système actuel qui est la violence éducative ordinaire. Le mot violence est quand même puissant puis saisissant. C'est important de le dire pourtant. Je pense que c'est important de le dire. Puis au début, quand j'ai commencé à parler de ça, moi ça fait peut-être 3 ans que je me sens comme plus familière avec ce terme-là. Puis tu sais, ça a été vraiment rough parce qu'au début je l'ai apporté parce que c'est drôle. Je suis tombée sur ce livre-là qui s'appelle La domination adulte, l'oppression des mineurs. Puis tu sais, le livre est vraiment comme rouge avec, pour ceux qui écoutent, là, puis avec comme un ombre noir, puis là j'ai fait comme, oh my god, c'est dommage intense, tu sais. Sauf que pourtant, quand j'ai commencé à écouter, c'est Yves Bonnardel, l'auteur, je suis allée le voir en conférence, puis j'ai fait comme, ok, il y a quelque chose qui se passe qui est complètement invisibilisé dans la société. Et puis, à ce moment-là, j'étais comme plus sensibilisée au mouvement féministe, par exemple, tu sais, où qu'on parlait d'une oppression de la femme par l'homme. Mais je me rendais compte qu'il y avait quelque chose de très similaire entre la dynamique de l'adulte envers l'enfant, mais on jugeait que c'était quelque chose qui était ordinaire parce que, justement, l'adulte aurait comme une espèce de sagesse à cause de son âge, puis à cause de ça, ça lui donnait comme tous les droits, tu sais, de décider pour les jeunes. D'ailleurs, le système scolaire actuel est basé là-dessus. C'est la figure d'autorité qui dirige la classe et qui fait respecter les règles et qui peut donner des punitions. Et qui décide de ce que les enfants vont faire 7 jours, plus 5 jours semaine, mais même parfois c'est plus avec les devoirs et tout ça. Parce que eux savent mieux que les enfants ce qui est bon pour eux. Et à travers tout ça, on va retrouver aussi des gestes banals, tu sais, dans notre quotidien avec les enfants. Tu sais, ça peut être, par exemple, oh, comment ça va aujourd'hui? Ben oui! Tu sais, d'un l'enfant, il a comme, genre, 7 ans, là, tu sais, c'est plus un petit bébé, puis moi, en passant, je continue à faire ces petits gestes-là. C'est ancré en nous, mais c'est des choses qu'on fait sans s'en rendre compte et qui n'offrent pas une pleine dignité à l'enfant. Tu sais, on peut penser aussi des fois aux petites manipulations qu'on va faire pour que l'enfant arrive à faire qu'est-ce qu'on aimerait qu'il fasse. En se disant, il va pas s'en rendre compte. C'est moi qui ai le contrôle. C'est ça, tu sais. On parle des punitions, des récompenses, parce que la récompense, finalement, c'est une punition qui est camouflée. Parce que si tu fais pas la bonne affaire, tu l'auras pas, fait que tu vas être puni. Ça peut être toutes sortes de choses comme ça, tu sais. Oui, on parle aussi de gestes physiques, là, tu sais, de tirer le bras, serrer le bras. Ah ouais, va plus vite, on est pressé. Va plus vite, se moquer, tu sais, faire de l'ironie quand l'enfant peut pas vraiment saisir.
Puis il y a toutes sortes de petites choses subtiles dans la société. Juste le fait que les enfants aient un statut de mineur, ben ça les empêche de faire des choses par rapport à leur âge, de choisir des choses pour eux. Ils vont être peu comme... on va peu les consulter sur des questions qui les concernent. Et moi, quand j'ai réalisé ça, là, ça a vraiment comme été un grand coup. Ouais. Puis quand on parle de... C'est ça qui est particulier, c'est que d'un côté, on valorise le leadership, le courage. Tu sais, les films de super-héros nous touchent. C'est toujours des figures emblématiques qui ont fait un changement dans leur vie, dans la vie des autres. Puis de l'autre côté, tout le système est bâti sur l'obéissance. Moi, c'est ça le clash que j'ai perçu. Puis quand on parlait plus tôt, moi et Vincent, on a fait une tournée pour Participation. On faisait faire des activités physiques aux Canadiens, dans toute l'Est du Canada, des enfants, des adultes. Puis à chaque fois que je rencontrais différents professionnels ou parents, je leur demandais la même question, c'est quoi l'état des choses en ce moment? Comment va la santé des gens? Comment vont les enfants? Puis malheureusement, la conclusion était toujours négative. C'est les enfants bougent de moins en moins. Puis les parents à la maison avaient une espèce d'inquiétude sur les écrans qui prennent énormément l'attention des enfants. Mais fait qu'ils décrivaient leurs enfants comme étant amorphes puis plus enthousiastes. Tu sais, quand on parle d'éteindre le feu, là, tu sais, ça tue une certaine vitalité dans l'enfant. Mais en contrepartie, à l'école, ce qu'on entend, c'est des problèmes d'hyperactivité. Fait que là, t'es comme, d'un côté, il est amorphe, d'un côté, il est hyperactif. Fait que là, on va essayer on le drogue, c'est la réalité, comme pour le calmer. Puis plein de parents sont tourmentés à l'idée de devoir faire ça, mais ils s'en démunissent. Fait que c'est là que ça s'en rend compte. Fait que là, t'es comme, il y a un problème dans le système. On a des enfants super actifs, on a des enfants calmes, mais c'est parce que dans beaucoup de situations, j'ai réalisé que le discours qu'on a avec des enfants, puis moi, j'ai pas d'enfants, mais je suis ma tante maintenant, Vince, des neveux puis des nièces, puis c'est vrai que quand tu parles de pression des enfants, c'est qu'on veut que les enfants rentrent dans notre monde d'adultes. Tu sais, on a un beau divan, on veut pas qu'ils sautent sur le divan parce que c'est pas respectueux du beau divan qu'un adulte a choisi. Puis on veut qu'ils se calment, puis on veut qu'ils fassent ci, puis on essaie de diriger ses actions. Puis si on lui dit constamment arrête de te battre, fais pas ci, fais pas ça, ben l'enfant, j'ai l'impression que son réflexe ça va être d'essayer justement de se conformer puis de se calmer. Puis dans d'autres situations, on voudrait donc qu'il soit entreprenant puis qu'il y ait de l'initiative, mais on peut pas, j'ai l'impression, élever un individu, puis même envers des adultes, ça sera la même situation dans une entreprise, tu sais, on peut pas créer une culture de l'initiative si on a une approche qu'il y a une personne qui a l'autorité puis qui colle les shots tout le temps, tu sais. Puis tu sais, moi j'aime beaucoup dire qu'on vit dans une société adulto-centriste. Parce qu'on est dans une société capitaliste, donc c'est qui dans la vie qui va apporter une valeur? Ça va être l'adulte parce que c'est lui qui est le travailleur. L'enfant, c'est un futur travailleur, puis la personne âgée, c'est un ancien travailleur, c'est un retraité. Fait que c'est pour ça qu'à quelque part, on n'est plus dans une société qui accueille pleinement ces gens-là. Tu sais, quand on va rentrer dans des maisons, tout va être adapté pour les besoins physiques de l'adulte. OK? C'est rare que tu vas rentrer à quelque part puis il y a vraiment, tu sais, un petit lavabo pour les enfants, qu'il y a une table basse pour les enfants. Partout, c'est adapté vraiment pour les adultes. Ça, c'est Marianne Montessori, beaucoup qui a apporté cette notion-là. C'est-à-dire, quand tu vas dans une école Montessori, et moi, ça, personnellement, je trouve ça génial, c'est que la classe, elle va appeler ça la maison des enfants, va complètement être adaptée pour... Il vient de faire un son étrange, on l'a fait. OK. On avait une petite musique de background. Oui, c'est ça. Donc, est complètement adaptée aux besoins de l'enfant. Fait que l'enfant va vraiment avoir, tu sais, une petite table, c'est ça, un petit lavabo, va vraiment avoir comme des couteaux pour adapter pour lui, un petit balai, il y a même une petite planche à repasser, tu sais. Fait que vraiment, c'est de dire, OK, vous voulez que les enfants soient autonomes, mais comme on va leur offrir du matériel qui est adapté pour eux, pour qu'ils puissent s'approprier l'espace, puis qu'ils puissent prendre action. Tu sais, puis ça, c'est vraiment le désir, justement, de redonner une autonomie à l'enfant, puis d'arrêter de vouloir tirer vers la dépendance envers l'adulte. Souvent, on sent que, j'ai l'impression, je sais pas ta perception, j'ai l'impression que avec le retour des femmes au travail, il y a de moins en il y a comme moins de temps libre, mais il y a une envie de plus en plus grande d'avoir une vie équilibrée puis de passer du temps en famille. Puis cette image-là qu'avoir des enfants, on parle beaucoup de la fatigue, de la charge mentale. Puis j'ai l'impression que c'est en partie parce que l'adulte, justement, se rend indispensable.
puis fait qu'elle va assumer toutes les tâches, puis on voit l'enfant comme un être, comme tu dis, comme non productif socialement, puis duquel il faut constamment s'occuper, au lieu de le voir comme un être entier et autonome qui peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on peut s'imaginer. Puis moi, je m'en suis rendu compte par des témoignages de d'autres parents. J'ai un père que j'avais rencontré me disait que sa fille avait 4 ans, puis c'est elle qui faisait sa routine du matin. Elle montait sur son banc, elle se faisait ses toasts, elle se faisait son déjeuner, puis ça leur permettait à eux de dormir 30 minutes de plus le matin. Ben, absolument. Puis j'étais là, c'est non, mais le fun. J'ai comme fait, c'est génial. Puis une autre auteure qu'on adore, c'est Cathy Bowman, puis elle faisait une visite guidée de sa maison. Puis quelque chose de super simple, elle avait mis les assiettes, au lieu de les mettre à la hauteur de l'adulte, elle les mettait à la hauteur du sol. Fait qu'elle, elle devait squatter pour les prendre, ce qui la faisait bouger. Puis ses enfants pouvaient monter la table eux-mêmes. Puis elle avait même mis la cruche d'eau au niveau du sol. Comme ça, les enfants arrêtaient de l'achaler pour avoir un verre puis avoir de l'eau. Puis là, j'ai fait, mais c'est tellement simple! Mais c'est exactement puis ça. La paix d'esprit que ça te donne parce que ton enfant n'a pas besoin de te demander tout le temps. Puis t'as pas peur non plus qu'il tombe du banc ou du comptoir parce qu'il n'y a pas à monter sur un comptoir fait à la hauteur d'un adulte pour prendre ce qu'il lui faut. En tout cas... C'est vraiment ça, puis même ça me donne le goût. Tantôt, j'ai eu l'idée, puis c'est parti, mais je pense que c'est important dans la vie de s'arrêter puis de regarder c'est quoi mon but. Tu sais, avant de se pitcher dans des actions, juste de prendre le temps de dire, OK, c'est quoi mon but, là? C'est-tu, justement, en ce moment, de toujours être en train d'être derrière mon enfant, puis de... Tu sais, des fois, on le fait par réflexe, mais on pense même plus de pourquoi on le fait, tu sais. Mais si je m'arrête, je fais comme, attends, mon but, là, c'est que mon enfant, il devienne autonome. Juste de me prendre le temps de concentrer mon cerveau sur ce but-là, toutes mes actions du quotidien vont commencer à changer puis se modifier. Puis ça, c'est vraiment important, je pense, de faire ça. Même pour l'éducation de nos enfants, si on vient, tu sais, par rapport à l'école, de dire, OK, normalement, mon enfant, bon, il va naître, puis là, tout de suite, je me dis, OK, je vais l'inscrire à l'école. Attends une minute, là. On va revenir juste avant. Comme, est-ce qu'on peut pas s'asseoir un instant puis se questionner à savoir, c'est quoi le but en éduquant l'enfant, tu sais, mon enfant. Puis, de prendre le temps de se poser cette question-là, après ça, on peut voir que peut-être que la stratégie, elle va être différente de ce qu'on pensait, parce que l'école, c'est une stratégie parmi des milliers pour éduquer. Tu comprends? Fait que ça, je trouve ça super important. Et en fait, je pense que les gens, ils choisissent cette voie-là parce qu'ils n'ont pas conscience que, comme tu dis, il y a un millier d'autres alternatives. Puis c'est drôle parce pour Honor, on dit tout le temps ça, qu'on veut montrer qu'il y a un univers de possibilités en dehors de la vision classique de l'activité physique qui est un paradigme très quantitatif de performance ou d'endurance, puis de, encore une fois, se conformer au modèle actuel qui est de dire « cours le matin, va au gym », puis que c'est pas axé sur l'individu puis qu'est-ce que lui a vraiment envie de faire. Mais on choisit cette voie-là, puis même moi, pendant des années, j'ai essayé d'aller dans des cours de sport, etc., parce que je voyais pas ce qui était possible. Puis on a choisi le logo de Renard qui est le signe infini parce que pour nous, ça symbolisait toutes les solutions qu'on voyait, puis qu'on se disait, ça vaut la peine de les partager. Parce que si les gens savent tout ce qui existe, ils vont avoir la liberté après de choisir ce qui leur plaît. C'est vraiment beau. Fait que pour rebondir là-dessus sur toutes les possibilités, justement, on a défini un peu l'approche plus classique. Fait que qu'est-ce que propose les écoles démocratiques ou le homeschooling? OK. Bon, là, c'est ça. Faut savoir, au Québec, en ce moment, bon, on a des écoles Montessori, déjà qui vont mettre de l'avant beaucoup l'autonomie de l'enfant, ce qui est déjà très bien. Est-ce que Waldorf puis Montessori, ça ressemble beaucoup? Non. C'est-à-dire que, bon, personnellement, quand je me suis posé la question par rapport à la relation avec l'enfant puis le pouvoir que j'avais envie de lui remettre dans les mains dans son éducation, là, moi, Waldorf, ça devenait moins une stratégie qui était cohérente parce que c'est un programme qui est bien défini. Okay? Il y a plein de belles choses là dans ce programme-là, puis tu sais, je pense pas qu'il faut pointer du doigt. C'est juste que moi, personnellement, j'avais vraiment envie de créer un espace où l'enfant devenait le maître, parce que ça, c'est intéressant. Au début, là, quand j'ai commencé l'éducation, puis je vois beaucoup de gens autour de moi qui font ça, je me disais, pour changer le monde, faudrait que les enfants apprennent à faire ci. Faudrait que les enfants apprennent à faire ça, tu sais. Faudrait que les enfants connaissent la nature, faudrait que les enfants soient créatifs, fassent de l'art, puis tout ça, puis ça.
Puis là, j'avais un programme comme super précis dans ma tête. Tu sais, Waldorf pourrait ressembler à ça, tu sais. Sauf que, personnellement, à un moment donné, j'ai fait comme, attends un petit peu. Je suis en train de projeter mes propres désirs à moi sur les enfants au lieu de me réapproprier mon pouvoir parce que j'étais comme, je la connais pas, moi, la nature. Puis j'en fais pas beaucoup d'art, tu sais, moi. Puis c'est là que je me rendais compte, tu sais, souvent je trouve ça drôle parce que, tu sais, il y a, bon, le phénomène des écrans puis tout ça, tu sais, mais c'est fou à quel point les parents vont dire, c'est dangereux les écrans pour les enfants, c'est dangereux. Puis c'est vrai qu'il y a un réel, tu sais, danger à la longue puis un réel impact, là. Bon, après ça, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses avec les écrans également. Mais c'est de voir le parent qui dit ça, qui est tout le temps sur son cell. Exactement. Qui est tout le temps, finalement, sur l'ordi. Fait que c'est de dire, OK, là, dans mon processus, je vais juste me réapproprier mon pouvoir puis voir que, oui, ça part d'une belle intention. Tu sais, j'ai vraiment cette intention-là de donner des outils à l'enfant selon mes croyances. Mais moi, je trouve que la vérité est dans la diversité puis est dans la liberté. C'est vraiment le processus que j'ai eu. Et pour moi, les écoles démocratiques, j'en reviens à ta question, c'est vraiment l'espace qui va se rapprocher le plus de ça, selon moi. Faut savoir qu'au Québec, en ce moment, c'est pas légal, les écoles démocratiques, parce que pour appeler une institution école, on doit absolument suivre le programme du gouvernement. Okay. Cependant, il y a des personnes en ce moment qui travaillent à ouvrir des centre d'apprentissage libre, donc on change le nom, mais c'est sensiblement la même chose. Mais ça passe. Ça passe en ce moment, sauf que, pour ceux et celles qui voient la vidéo, j'ai un petit carré mauve en ce moment sur mon chandail. En feutre, c'est ça, un petit peu comme dans le printemps érable, mais on a choisi le mauve. Ça ici, c'est pour défendre la liberté éducative, ok? Parce qu'en ce moment, le gouvernement, ce qu'il dit, c'est, là, il y a un projet de loi qui va passer, un projet de règlement, qui va interdire finalement les enfants d'être dans des approches plus libres. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés de suivre le programme du gouvernement, même s'ils sont à la maison, même s'ils sont dans des centres d'apprentissage libre, puis ils vont devoir obligatoirement passer les examens. Ça, c'est grave. En ce moment, c'est pas le cas. En ce moment, c'est pas le cas. Donc, en ce moment, comment qu'on deal avec ça, c'est que le parent doit offrir un espèce de rapport de projet d'apprentissage en début d'année au gouvernement, puis dire, regardez, moi, avec mon enfant cette année, je pense faire ci, ça, puis il y a déjà des matières qu'il doit comme aborder, mais tu sais, on s'entend, faire une tarte, ben tu fais des maths, faire de la cuisine, tu fais des maths. Faut juste que tu sois capable de trouver une façon de l'expliquer. Et comment tu vas montrer qu'il n'y a pas de négligence éducative, ça va être par des portfolios. Fait que c'est un processus qui est beaucoup plus adapté aux parents parce que, tu sais, nous, on est d'accord, on veut pas qu'aucun enfant soit négligé. Sauf que c'est tellement le contraire. C'est des parents qui sont tellement impliqués dans l'éducation de leur enfant. Fait que les gens qui le font, ils veulent vraiment. C'est ça, c'est comme ça. Ils repensent à ce stade-ci, là, tu sais, c'est encore des pionniers, j'ai l'impression, puis ils sont dévoués. Mais c'est quoi la justification du gouvernement de passer ce projet de loi-là? Comment ils justifient leur choix? C'est que lui, en fin de compte, il a peur des écoles religieuses. OK? Sauf que c'est tellement dommage qu'ils mettent les parents éducateurs puis les écoles religieuses dans le même panier. Parce que qu'est-ce que les écoles religieuses ils font? C'est qu'ils vont déclarer leur enfant faisant l'école à la maison. Comme ça, tu sais, ils seront pas trop achalés, puis là, ben, ils les mettent dans des écoles, puis c'est ça. OK. Fait que dans le fond, vous sentez que ce projet-là, c'était une solution à ce qu'ils voyaient comme un problème. Mais on le sait que c'est ça, puis nous, ce qu'on dit, c'est effectivement, comme on a la valeur de redonner un pouvoir aux enfants puis une liberté plus grande aux enfants, on souhaite pas que l'enfant soit obligé d'aller dans une autre école, tu sais, pour gober les croyances des parents. Sauf qu'en même temps, nous, ce qu'on dit, c'est il y aurait d'autres stratégies. Trouvons-les, ces stratégies-là, en discutant, parce que le gouvernement ne nous a pas consultés. Puis discutons, puis trouvons des solutions pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour protéger ces enfants-là. Puis nous, en même temps,
qu'on puisse continuer à faire nos beaux projets qui sont inspirés, tu sais, de littérature scientifique, qui sont inspirés de grands mouvements d'éducation, tu sais. En France, ils sont presque rendus à 100 écoles démocratiques, là, c'est en train de pousser comme des petits pains, puis pousser comme des pains. J'ai adoré. Comme des pains chauds. Ça pousse comme des pains chauds. Tu sais, c'est vraiment un mouvement qui s'étend, puis c'est ça, les écoles démocratiques, ça existe depuis longtemps. Le premier, qui a eu l'air de quelque chose comme une école démocratique aujourd'hui, c'est A.S. Neal, donc Summerhill, qu'on entend souvent parler. Donc ça, c'était vraiment, lui, il a ramassé tous les enfants qui étaient pas capables de se conformer dans le système, là, tu sais, les enfants problématiques. Il les a mis dans une maison, il a dit, regardez, il y a des cours de français, de maths, mais vous êtes pas obligés de rien faire de ça. Fait que là, c'est devenu comme une espèce de foire pendant longtemps. Puis à un moment donné, il y a comme quelque chose qui s'est régulé. Puis qu'est-ce qui s'est passé dans cette école-là est vraiment extraordinaire. Puis après ça, c'est ça, est venu les écoles du Sudbury Valley. Aujourd'hui, on a le livre L'école de la liberté, donc de Daniel Greenberg. C'est vraiment un super outil si vous avez envie de vous intéresser aux écoles démocratiques libres. Il y a vraiment dans le processus d'école démocratique, l'adulte égale une voix, l'enfant égale une voix. Donc, c'est une communauté où, ensemble, on va faire des assemblées et on va prendre les décisions sur, comment l'école va être structurée, quel règlement on va instaurer ensemble. Fait que l'enfant, il est vraiment... un acteur dans le système. Puis, fait que les écoles en ce moment, parce qu'il y a déjà des écoles Montessori ou Waldorf, puis eux, est-ce qu'ils suivaient pas nécessairement le programme du gouvernement avec les mêmes examens? Ben, c'est-à-dire que je veux pas m'avancer trop, là, sauf que je sais que t'as des écoles semi-privées, donc ce qui fait en sorte semi-publiques. Tu sais, mettons, il y a une école Waldorf que elle suivait le programme, mais en même temps, elle écoutait, c'est Rudolf Steiner qui est derrière tout le mouvement des écoles Waldorf. Fait qu'elle elle suivait les enseignements de Rudolf Steiner, mais en même temps, elle s'intégrait dans le système. Mais t'as des écoles beaucoup plus publiques, elle, je crois, se distançait un peu plus du programme, ouais. Puis là, avec le projet de loi, elle serait obligée de suivre le programme. Ben, c'est ça qu'on est en train de voir. Je vais pas m'avancer trop, mais ça ressemble à ça, ouais. OK. Fait que le parent, mais dans tous les cas, l'éducation à la maison serait plus la même, parce que le parent qui avait cette liberté-là lui-même de créer des aventures d'apprentissage presque avec son enfant deviendrait un professeur, puis devrait s'imposer une structure ou une rigidité pour pouvoir être toujours dans ce même rythme-là, de quoi apprendre à quel moment pour faire l'examen à temps. Oui, puis c'est triste parce qu'il y a plein d'enfants qui sortent de l'école parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont dépressifs. Il y a des articles qui sont sortis comme quoi le taux de suicide chez les enfants a augmenté ça fait peur, ça, Je sais pas si t'as vu ça. On l'entend dans plein de domaines en lien... C'est multifactoriel. Oui, absolument. Mais le résultat est le même, là, qu'il y a... les troubles mentaux augmentent de manière inquiétante. Puis que c'est pas juste une question de diagnostic. Je pense que ce que j'avais entendu, c'est un scientifique qui expliquait que les gens pensent que c'est juste une question de diagnostic. C'est de dire, mais on est meilleur maintenant pour l'identifier. Je sais, Puis les médecins le diagnostiquent trop facilement. Puis ils étaient là, non, tu sais, puis ils montraient vraiment, moi, ce que j'écoutais, c'est par rapport aux médias sociaux, l'impact, ils comparaient l'impact chez les garçons puis les filles. Puis lui, son interprétation, c'était que vers les gars, ça pouvait amener, il était peut-être moins connecté aux médias sociaux, mais dans le monde réel, ça amenait peut-être un peu plus de violence. L'émotion était différente, ça s'extériorisait peut-être plus par l'hyperactivité puis de la combativité, tandis que la fille, c'était plus dans les relations sociales, énormément de pression de performance physique, puis il y avait une détresse psychologique très, très élevée, puis des suicides chez les filles. Mais il montrait que c'était en lien avec l'arrivée des médias sociaux dans certaines années, tu sais, après les années 2015, tu sais, fait que ça avait pas tu sais, c'était pas juste que depuis 2000, on le prescrit plus. En tout cas, mais c'est juste une parenthèse, mais... intéressant. Mais, parce que j'entends des fois des sceptiques dire comme, ben non, faut arrêter de dire que c'était mieux avant, puis, tu sais, non, non. Comme beaucoup de monde disent que ça va pas bien, puis il y a même une détresse chez les professeurs, tu sais, puis... En tout cas, bref. Ouais. Mais, OK, fait que là, il y a ça qui se passe en ce moment avec le gouvernement, ce qui pourrait changer
profondément votre approche, votre liberté. Ben oui, c'est... En fait, vous auriez plus de liberté. Faut pas que ça l'arrive, là. Puis est-ce que tu sens que vous avez... Parce que ça fait pas longtemps que c'est arrivé? Ça fait... Non, c'est ça, c'était je vais pas dire de niaiserie. Ça fait même pas un mois, là. OK. Puis dans le fond, là, on a fait une première manifestation à Chambly. Il y en aura une autre le 28 avril à Montréal. Mais c'est ça, nous, en ce moment, c'est vraiment d'obtenir des discussions avec le ministre de l'Éducation. On a réussi la dernière fois à obtenir un 45 minutes de discussion avec lui pour lui faire comprendre qu'on n'est pas dans le même panier que les écoles, acidiques, etc. Là, que on est là pour notre enfant, pour le supporter. C'est loin d'être de la négligence. Puis il faut qu'ils comprennent cette nature-là de l'éducation qu'on porte, mais il y a vraiment un manque de connaissances à ce niveau-là en général dans la société. Même en général, quand je discute avec les gens qui sont en éducation alternative, plein de gens savent pas que ça existe tant que ça, puis ils savent pas qu'il y a différentes approches, puis tout ça. Tu sais, je pense qu'il faut commencer à en parler plus, puis que les gens sachent que il y a plus que l'école traditionnelle pour apprendre. Oui, absolument. Moi, je pense qu'un truc qui m'avait fait un baume sur le cœur, c'est quand j'ai découvert les écoles forestières. Puis les enfants, il y en a... le mouvement se développe au Québec, mais j'en avais vu, c'était beaucoup les pays scandinaves, puis quelques-unes aussi aux États-Unis, en Europe. Les enfants étaient dehors toute l'année. Même un des États, je me rappelle plus c'est lequel, aux États-Unis, il pleuvait 9 mois par année, puis les enfants étaient quand même tout le temps dehors. Puis c'était drôle, dans le reportage, on voyait que, tu sais, ils aimaient ça, ils étaient bien habillés, puis ils se réchauffaient avec des patates sur le feu. Genre, les enfants utilisaient les petites patates pour réchauffer leurs mains, puis pour eux, c'était magique, tu sais. Puis quand tu vois ça, puis tu vois l'énergie de l'enfant, là, quand tu dis, je pense que t'as vu les enfants de Thierry. Oui. Puis tu vois dans ses yeux, là, qui est allumé, il y a quelque chose de tellement satisfaisant, puis pour nous, tu sais, de dire, oh, OK, cette liberté-là de l'enfant, puis même une réflexion de, est-ce que dans ma propre vie d'adulte, est-ce que je cultive la même attitude, puis je me permets d'explorer mes propres intérêts et passions? Puis les enfants, c'est un miroir pour les adultes. C'est une... comment je pourrais dire ça? Une opportunité de développement personnel infinie, je pense. Puis oui, absolument, c'est important de faire ce processus-là, tu sais, puis on a la chance d'avoir, tu sais, comme des maîtres, des petits maîtres qui sont autour de nous, puis de s'inspirer d'eux, c'est vraiment important. J'aime ça quand tu dis des petits maîtres, au lieu de voir l'enfant comme un futur adulte, tu sais, on parle souvent de l'enfant, puis ça se veut vraiment bienveillant, mais de dire, les enfants sont le futur de la société, puis même moi, dans notre discussion, j'essaie de faire attention à comment je formule les choses parce que tu vois l'enfant juste pour son potentiel. C'est de dire, faut que j'investisse en lui maintenant. C'est comme un investissement parce que plus tard, ça va payer. Puis plus tard, il va être un bon citoyen. Puis là, t'es comme, non, ça marche pas parce que t'oublies qu'en ce moment, quand il y a 2 ans, c'est pas un enfant incomplet qui va être plus complet à 4 ans, puis à 6 ans, puis à un moment donné, il va être un adulte, puis il va être autonome à 18 ans. Tu sais, cette mentalité-là, c'est de dire... Peu importe son âge, il y a un être entier qui peut être développé, puis de respecter l'âme libre que tu as devant toi. Puis, je pense que... Est-ce que tu connais Shefali Tsabary? Non. Je pense que tu l'aimerais beaucoup. Je l'ai découvert grâce au podcast d'Oprah. Je suis sûre parce que j'ai tout écouté, les trucs d'Oprah. Je casse les oreilles un peu à tout le monde à mon entourage. Oprah, elle a fait, tu sais, de la télévision, elle a eu des trucs plus ou moins scandaleux, des fois des invités, des sujets chauds de l'heure, mais maintenant, tu sais, elle est en fin de carrière et beaucoup... ses invités, c'est souvent des penseurs, des philosophes, puis des gens qui sont déjà comme respectés, et pas dans les gens trendy, mettons, beaucoup, là, c'est souvent des gens qui ont déjà des livres d'écrits, puis qui ont plusieurs années d'expérience. Puis Shefali Tsabary, c'était une psychologue qui s'intéressait à la famille, au noyau familial. Parce que beaucoup de parents venaient la voir pour des problèmes avec leur enfant, mais elle s'est rendue compte que si le parent était dans un certain paradigme, ça pouvait pas amener des changements bénéfiques, puis que le problème, c'est pas nécessairement l'enfant, parce que comme l'enfant reflète un peu l'attitude ou la vision du monde du parent. Puis elle m'avait vraiment touchée parce que c'est ça qu'elle disait. Elle disait, faut que tu acceptes que les enfants sont des âmes libres, puis c'est pas parce que tu l'as créé qu'il t'appartient. C'est pas ta création.
puis ce que tu dois faire. Puis elle disait, le but de l'éducation, c'est pas de faire des enfants heureux, parce que dès qu'ils vivent un malheur, tu vois ça comme un échec. C'est de créer des enfants résilients, tu sais, des enfants débrouillards. Puis de dire, le but, c'est qu'ils soient confrontés à l'adversité pour apprendre à la surmonter. Puis j'ai trouvé ça tellement magnifique. Puis là, j'ai fait, c'est là que j'ai réalisé que le paradigme entier de comment c'est quoi notre attitude par rapport aux enfants, était, dans certains cas, problématique. Ah, faut tout revoir. T'as absolument raison, puis je pense que on s'en va vers là. Tu sais, juste le fait que je puisse me permettre aujourd'hui, dans un podcast, de parler de c'est ça, la relation à l'enfant, puis tu sais, de dire, ben non, l'enfant, il y a des forces que nous, les adultes, on n'a pas. C'est d'adopter la culture de l'humilité. C'est vraiment, je pense que ça, c'est une belle clé, là, si je pouvais donner une clé que moi qui comme présente depuis au moins, c'est ça, 2 ans, c'est vraiment d'essayer de me rappeler le plus possible humilité. Tu sais, je sais pas à qui j'ai affaire. Je sais pas qu'est-ce que cet enfant-là a vécu. Je sais pas, peut-être que des fois, on voit un enfant qui est capable de gérer ses émotions beaucoup plus facilement qu'un adulte. C'est là qu'on va parler d'agisme aussi, tu sais, de juger ou de discriminer quelqu'un selon son âge. Mais non, regardons la personne, puis découvrons-la, tu sais, petit peu par petit peu, puis c'est là qu'on va pouvoir vraiment, dans le fond, voir où cette personne-là, elle est rendue, tu sais, autant que je le fais avec des adultes. Tout à fait. Tu parlais de la culture de l'humilité. Je pense que dans ton vocabulaire m'interpelle beaucoup. J'ai lu... on s'est parlé, on a eu quelques discussions. J'ai regardé ton site web. Un autre truc qui m'avait touchée, c'est tu parlais de développer ou cultiver, en fait, soutenir chez l'enfant une confiance absolue en la vie. Ouais. Puis là, j'ai fait, oh, OK, je vais lui demander de te définir ça pour elle, ça m'intéresse. Ben, je pense que pour moi, OK, le système actuel, OK, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va vraiment, tu sais, tantôt tu parlais d'obéissance, c'est qu'on va amener les êtres humains à se déconnecter d'eux-mêmes pour avoir confiance en quelqu'un qui est dans une autorité supérieure, OK? Fait que à l'école, ben, j'ai confiance en mon professeur. Mon professeur, il sait quand c'est le temps que j'aille aux toilettes. Il sait quand c'est le temps d'aller manger. Il sait quand c'est le temps d'apprendre à faire ci, quand c'est le temps d'apprendre à faire ça. Il sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il sait qu'est-ce qui est bon pour moi. C'est le parent. Puis on va vraiment à ce moment-là se tourner vers cette autorité-là, mais qu'est-ce que ça fait? Ça nous déconnecte de notre ressenti. Et je pense que c'est important, quand je parle d'une confiance absolue en la vie, ben c'est premièrement une confiance en nous-mêmes. Je pense que le corps, c'est une manière extraordinaire de savoir qu'est-ce qui est juste pour nous, puis de revenir finalement à notre ressenti à chaque moment. Tu sais, des fois, il y a une situation qui peut avoir l'air complètement illogique, mais nous, à l'intérieur de nous, on sent que c'est la bonne affaire. Tu sais, tantôt, on parlait justement de nos chemins qui ont l'air sinueux, finalement, ils le sont pas. J'ai fait ci, j'ai fait de l'art, j'ai fait ça, puis là, je suis comme aujourd'hui en éducation, puis je suis comme, pourquoi j'ai fait de l'art? Tu sais, que ça me... Ah, ben, j'ai appris à manifester une idée dans la matière, j'ai appris à, tu sais, vraiment comment faire un projet, j'ai appris visuellement à faire des choses qui sont belles, donc qui vont attirer les gens, donc qui vont aller plus vers mon propos. Tu sais, finalement, mes parents, eux, ils peuvent pas comprendre là, que ça a du sens, cette histoire-là. Mais moi, à l'intérieur de moi, je le sentais que c'était ça. Fait que d'avoir une confiance absolue en la vie, que même si ça a l'air complètement fou pis déconnecté, il y a quelque chose de vraiment vrai là-dedans. Puis il faut se donner du temps. Parce que des fois, ça peut prendre des années avant de le réaliser. Fait que c'est vraiment ça que je voulais dire. Mais c'est fou comment tu me fais réaliser. J'avais de la misère à mettre les mots sur comment je me sentais, puis on dirait que je l'ai noté, puis j'ai mis des critères, puis j'ai souligné, là. Mais c'est vrai qu'on apprend à mettre notre, j'allais dire notre destinée, mais comme nous, on va y aller à plus petite échelle, là, mais tu sais, nos journées, nos apprentissages dans les mains de quelqu'un d'autre, puis on sent le regard de l'autre sur nous, puis qui nous analyse, parce que le processus d'examen, c'est justement ça, de te juger, puis de te dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien pour telle et telle raison.
Puis ça crée ce sentiment-là que t'es pas apte de décider pour toi-même, de savoir toi-même qu'est-ce qui est bon pour toi. Parce que c'est vrai qu'à travers toutes ces années-là, je ne me suis jamais auto-évaluée. J'ai jamais porté mon propre jugement sur mon travail, qui était même des fois très différent de celui de mes professeurs. J'étais très critique envers moi-même, fait que des fois les professeurs me donnaient une note, puis je la trouvais généreuse. Puis moi, j'étais comme, mais pourtant, j'aurais amélioré ça, puis ça. Puis je me disais, ok, mais c'est la note qu'il m'a donnée. Puis objectivement, c'est sûr que c'est vrai, mais je réalisais pas que c'était un humain, puis qu'un autre humain aurait évalué autrement. Bref. Mais je me rends compte que ça s'est reflété dans beaucoup de mes relations, parce que je suis allée, à une époque, j'étais allée voir plein de professionnels de la santé. Puis je me disais, je veux faire une espèce d'analyse de mon bilan de santé. Puis j'ai toutes sortes aussi comme toi, j'aime m'entourer de gens passionnés, puis de gens créatifs. Puis quand j'aborde des projets, j'ai toujours pour moi cette insécurité-là que je vois pas très clairement sur qui je suis, mais que l'expert va pouvoir me le dire. Parce que lui, de l'extérieur, va voir des choses que je ne vois pas. Puis je suis contente d'avoir fait ce cheminement-là, puis ça a été bénéfique. Puis effectivement, des personnes externes ont été capables de me faire réaliser, de prendre conscience de moi-même. Mais ça l'a jamais comblé. Ça m'a jamais apporté de la confiance en moi. Parce que faut que ça parte de moi, de dire, je me connais, j'ai des intuitions fortes et je dois les respecter. Puis même si ça fait pas de sens extérieurement, quelqu'un d'autre me regarderait puis jugerait ça négativement, pour moi, ça fait du sens. Puis je dois l'honorer. Puis tu sais, c'est pas non plus de dire, j'écoute plus pantoute qu'est-ce que les gens me disent, mais c'est de quand j'écoute qu'est-ce que toi t'es en train de me dire, je reste connectée à moi. Puis là, j'écoute puis je me dis, OK, est-ce que c'est juste en ce moment? Qu'est-ce que Marie-Claude, elle m'a dit? Non. C'est ça, puis elle peut avoir, dans son univers, ça fait du sens puis c'est bon pour elle, puis je le respecte, puis mais moi, ça, c'est pas pour moi. Exactement, puis des fois, ça va dire, oui, elle a, c'est vrai. Ça sonne vrai pour moi puis c'est parfait, je peux le prendre. Ouais. Fait que j'ai l'impression que on dirait que la manière que je vois les écoles démocratiques, les approches alternatives, c'est de dire, au lieu d'avoir une approche par matière, d'avoir cette checklist-là, c'est d'avoir une approche vers l'humain. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui fait peur, parce que ça semble nébuleux, tu sais, de dire développer l'intuition, les intérêts. Tu sais, on dirait que justement, ce qui fait peur, c'est que c'est dur à délimiter. Puis, en tout cas... moi, ce que j'aurais à dire là-dessus, là, quand les gens me disent ça, c'est que pourquoi qu'on veut apprendre ces matières scindées-là, tu sais, maths, français, pis tout ça, là, sciences? Ben, c'est parce qu'à quelque part, ça fait partie de la vie. OK? Mais si ça fait partie de la vie, nécessairement, si je suis vivante, je vais rencontrer des mathématiques, je vais rencontrer du français, je vais rencontrer des sciences, mais ça sera pas scindé, ça va être dans une expérience beaucoup plus holistique, beaucoup plus vraie, puis je vais peut-être réussir à faire des croisements intéressants, tu sais, parce que justement, ça va être pas comme, OK, de 1 heure à 2 heures, je fais des mathématiques, tu sais, c'est une expérience qui bouge, qui est organique. Puis c'est là vraiment comment le cerveau fonctionne, hein, c'est par enthousiasme. Donc, plus mon cerveau est en état d'éveil, les connexions synaptiques se font plus facilement. C'est vraiment là les connexions synaptiques, hein, c'est vraiment comme un chemin qui se crée dans mon cerveau, puis plus je passe dedans, plus ça s'imprègne, puis que l'apprentissage s'imprègne. Fait que c'est ça qui se passe, c'est que je joue, donc je suis dans un état d'ouverture, puis là, j'apprends le français, tu sais, justement, mettons, j'ai un projet, je tripe sur les voitures, puis je me mets à faire un magazine sur les voitures. Au début, je collecte des photos, ben là, tu sais, il va falloir que j'apprenne à découper, puis tout ça, je colle des photos. Puis à un moment donné, je suis comme, j'ai vraiment le goût, tu sais, d'écrire des choses en dessous des voitures. J'ai envie de lire un magazine sur les voitures, puis là, c'est comme... Ça arrive à un moment où ça fait du sens. Je comprends pourquoi je dois apprendre à faire ça, parce que c'est dans la vraie vie réelle. Et c'est là que l'apprentissage va vraiment s'ancrer dans l'être humain. Fait que c'est ça que je trouve intéressant, c'est vraiment de déconstruire l'idée que on a besoin, tu sais, à tel âge de savoir ci, de savoir ça, parce que sinon c'est dangereux, puis tu vas apprendre ce que tu as besoin d'apprendre pour vivre dans la vie, là, tu sais. Souvent, quand on demandait, tu sais, c'était le classique, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient pas l'algèbre. Moi, j'aimais ça, mais il y a beaucoup de gens qui aimaient pas ça, puis c'est comme, pourquoi on va apprendre ça? Puis la réponse, c'était rarement parce que tu vas l'utiliser dans ta vie, c'est parce qu'en tel secondaire, après, l'année prochaine, si tu l'as pas appris, tu peux pas faire telle autre affaire. Là, t'es comme, mais pis ça, telle autre affaire. Puis moi, il y a mon oncle qui m'avait donné une réponse qui m'avait quand même satisfaite. Il disait que peut-être que
chose précise, tu vas pas t'en rappeler, mais ça va développer ton cerveau d'une certaine façon, ça va t'apprendre à raisonner. Fait que ça m'avait satisfait. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses que j'ai oubliées parce que il y avait aucune applicabilité. Tandis que maintenant, j'aime beaucoup l'approche, tu sais, par résolution de problème. Je pense que c'est, même dans certains pays, c'est approché comme ça. Il y a un projet ou par résolution de problème. Puis comme tu dis, c'est une approche holistique de dire, une problématique va toujours être super multifactorielle, puis t'adresses chacun des facteurs, puis t'apprends pour résoudre une chose, puis tu dois te perfectionner dans plein de choses pour pouvoir adresser le problème. Puis c'est sûrement que t'as lu la citation, c'est au lieu de demander à l'enfant qu'est-ce qu'il veut être plus tard, c'est de dire quel problème il va vouloir régler. Tu sais, comme c'est quoi, ou la cause qui le touche, tu sais. Qui le touche. Mais je pense que, de toute façon, tu sais, moi, c'est quelque chose qui m'habite, puis c'est ça, je trouve ça le fun, tu sais, pour l'éducation par la résolution de problèmes, mais après ça, tu sais, je pense que dans la vie, on a déjà assez de problèmes de même. Je suis comme, tu sais, je trouve ça des fois un peu drôle qu'on se crée d'autres problèmes. Je suis comme, regarde, la planète, elle va pas bien, genre, tu sais, si les enfants se sentent interpellés par cette problématique-là, tu sais, comme on le voit, mettons, avec Greta Thunberg, je sais pas si c'est une jeune fille Asperger qui est vraiment comme qui milite pour l'environnement en ce moment, puis tu sais, elle se sent appelée par cette problématique-là. Hey, on s'entend-tu que ça va être riche à la fin, tous les apprentissages de cette petite personne-là, puis à quel point ça va sonner vrai, fait que tu sais, je comprends, puis c'est comme un exercice, puis tout ça, là. Tu sais, j'ai rien contre ça, c'est juste que moi, personnellement, je me dis, aïe, tu sais, pourquoi, des fois, être dans des apprentissages aussi artificiels, tu sais, alors que dans la vraie vie, les problèmes sont là, tu sais. Là, on a navigué plusieurs concepts, mais il y a une autre, encore une fois, dans ton vocabulaire, qui est un terme qui m'intéresse, c'est que tu parles d'éducation permaculturelle. Oui. Puis quand tu disais que tu as fait plein de choses dans la vie, tu as nommé l'art, mais tu as aussi fait de la permaculture ou étudié l'herboristerie, je pense que tu as fait j'ai fait un petit peu des deux. Ouais. Puis à l'époque, c'est ça, je sais pas si à ce moment-là ça faisait du sens pour toi, mais maintenant ça en fait, parce que tu as joint ta vision de la nature avec celle de l'éducation. Fait que est-ce que tu peux nous parler, dire, c'est ça, c'est quoi l'éducation permaculturelle et pourquoi c'est important? Ouais, ok. Fait que c'est ça, moi dans le fond, dans la vie, c'est ça, il y a un terme, là, qui est quelqu'un l'autre jour qui m'a dit ça, multipotentialiste, là. C'est des gens comme ils vont pas nécessairement devenir spécialistes, mais qui vont unir différents domaines ensemble, là. Puis, tu sais, mon cerveau, là, vraiment naturellement, j'ai entendu parler de permaculture, puis tout de suite, pour moi, c'était plus nécessairement, là, tu sais, comment je vais planter des légumes chez moi. C'était rendu vraiment comme un système, un outil pour designer des systèmes. Puis, vraiment, après le premier cours que j'ai eu, j'étais chez nous, puis j'écrivais les clés que j'avais découvertes, tout ça. C'est le fun parce que à la moitié de ma formation, j'ai découvert un gars en Estrie qui avait eu la même idée. Fait que lui, il donnait une retraite permaculture et éducation. Puis j'étais comme, voyons donc, tu sais. Puis là, j'étais allée là-bas pendant peut-être 2 jours, c'était une retraite. Puis on a vraiment réfléchi à la question, tu sais, de voir comment la permaculture peut venir nourrir les systèmes éducatifs puis tout ça. Puis j'ai ressorti vraiment avec des belles clés. Fait que c'est ça, permaculture, c'est vraiment une culture qui va être permanente. Les valeurs de base de cette approche-là, c'est vraiment de prendre soin des humains, de prendre soin de la terre, tu sais, puis de partager les ressources. Fait que pour moi, c'est vraiment une façon de dire, OK, en tant qu'éducateur, en tant qu'éducatrice, je deviens plus un designer. Fait que je vais voir les besoins, je vais commencer à décoder les besoins des gens qui m'entourent. Puis je vais placer ces gens-là, tu sais, comme dans un espace pour que ça crée quelque chose pour que les besoins se répondent entre les gens, puis que ça crée comme un espace qui s'autorégule, puis qui génère énormément d'abondance. Parce que au niveau des plantes, c'est ça la mentalité. J'ai l'impression que l'agriculture biologique, c'est déjà un pas à mes yeux, mais ça reste dans le paradigme on prend une terre, on la rase, puis on met une monoculture, puis on la gère de manière plus écologique. Oui. Puis là, j'ai vu que, à mes yeux, la permaculture, c'était un changement de paradigme, c'est de dire, non, on crée un écosystème, on recrée un certain écosystème inspiré de la nature où toutes les espèces s'aident entre elles.
Puis pour les reportages que j'ai vus, c'était des gens qui, ça prend des fois plusieurs années, puis beaucoup d'expérience pour comprendre justement l'interaction entre les différentes espèces. Mais ça crée un système, comme tu dis, qui est autosuffisant, permanent. Puis où justement t'as pas besoin d'ajouter de pesticides, doit avoir beaucoup d'interventions humaines, puis même qui demandait peu d'entretien à la longue. Exactement. Fait que c'est vraiment comment je vais créer un système qui va durer le plus longtemps possible, puis qui va nécessiter le moins de maintenance possible. Hey, ça, on aime ça! Mais c'est ça, c'est efficace, puis je pense que... Je travaille moins. Ça, c'est comme le jardinier paresseux, je pense que mon père me suit sur... Exactement, c'est vraiment pour les jardiniers paresseux. Puis, tu sais, moi, je trouvais ça intéressant de dire, OK, parce que en permaculture, oui, tu veux créer un système qui est durable, mais au-delà de la durabilité, tu veux aller générer de l'abondance. Fait que qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que toute l'énergie que je dépense pour mettre en place mon système, je dois récolter plus que cette énergie-là. Fait que tu sais, si on en revient à l'éducation, c'est de dire comment je vais faire pour générer un espace qui va me nécessiter moins d'énergie, tu sais, autant pour les éducateurs puis les enfants, que ce qu'ils vont récolter en frais, tu sais, de connaissances, de joie, d'énergie. Tu sais, comment on va créer des systèmes, puis ça, c'était Pierre Robichaud, justement, avec qui j'ai fait la formation permaculture et éducation, qui disait comment je vais faire pour énergiser les gens qui sortent de ces environnements-là. Fait que, tu sais, mettons, la permaculture, elle donne différentes clés. Lors de la présentation d'éducation autrement, j'avais beaucoup parlé de diversité, tu sais, de dire que honorer la diversité, ça fait partie vraiment des principes de la permaculture, de dire, OK, comment je peux créer un espace où, finalement, il y a différents âges qui se rencontrent, différentes cultures, différents types de cerveau, là, tu sais, on va parler de neurodiversité, donc tout ce qui est autisme, TDAH, etc. Au lieu de les isoler en groupe, c'est ça. Qui est le modèle actuel, que certains professeurs en classe, j'ai l'impression, ont pas les ressources pour pouvoir adresser les cas différents. Ou ce qui va être appelé même, j'ai l'impression, des cas problématiques, malheureusement. Puis les gens vont être regroupés ensemble pour différentes raisons aussi, là. Il y a comme, j'ai l'impression, aussi le but de faire permettre à un groupe plus homogène de se développer en même temps, mais fait que toi, c'est le contraire, en fait. Ben moi, c'est le contraire, puis tu sais, dans le sens que je pense que c'est sûr qu'en ce moment, c'est pas possible de le faire parce qu'on veut tous atteindre le même résultat, puis qui a le pouvoir, c'est l'enseignante. Fait que c'est un très mauvais design parce que c'est ça, l'enseignante va se retrouver à devoir amener différentes espèces toutes à la même place. Puis c'est là qu'on utilise les pesticides. Hein? Puis tu sais, comme dans la présentation, je disais, la vérité, l'abondance se retrouve à mi-chemin entre l'ordre et le chaos. Puis c'est un petit peu ça que j'amène avec cette idée-là, c'est de dire, OK, quand tu parlais là de monoculture, OK, ça serait quoi la monoculture? L'école traditionnelle, comme on la connaît, qu'est-ce qu'on demande? On demande aux gens d'aller toutes au même rythme, puis au même endroit, peu importe leur personnalité. Fait que ça peut paraître très ordonné, mais en dessous, qu'est-ce qui se cache? Il y a un chaos, parce que finalement, on se rend compte que les enfants, ils vivent du stress, il faut leur donner des médicaments comme des pesticides, puis on veut qu'ils... On contrôle par l'extérieur. Exactement. On crée de l'ordre extérieur, tu sais, on prend la récré à la même heure, la cloche dicte à quel moment il faut aller où, les bureaux sont arrangés, comme juste ça, même physiquement, c'est rassurant, j'ai l'impression, pour un adulte, de se dire, j'ai le pouvoir sur mon environnement, puis je mets les choses bien droites d'une certaine façon. Mais l'as-tu vraiment, tu sais, comme c'est ça, même en permaculture, on va appeler ça l'ordre chaotique. Okay, parce que ça a l'air bien droit de même, mais t'es tout en train de détruire le sol, puis toute la biologie. Qui se passe, Exactement. Puis là, c'est de dire, OK, si je m'en vais à l'inverse, là, je regarde la permaculture. Je sais pas si t'as déjà vu un jardin permaculturel, mais c'est toutes sortes d'espèces ensemble. Puis, tu sais, des fois, ça peut vraiment avoir l'air chaotique, mais quand tu te penches, tu vois que chaque élément a été réfléchi puis sont là pour une raison. Puis ça, tu sais, il y a une espèce, par exemple, qui va faire fuir les prédateurs de l'autre, puis l'autre qui va donner des nutriments à l'autre plante. Fait que finalement, c'est comme un chaos ordonné. OK? Fait que c'est là de dire, OK, je vais trouver
cet équilibre-là entre le chaos puis l'ordre. Puis tu sais, dans les écoles démocratiques, justement, pour moi, c'est quelque chose qui peut ressembler justement à un aspect plus permaculturel parce que justement, on va dire il va y avoir du multi-âge, fait que il y a un enfant qui va plus jeune qui va aider un enfant plus vieux pour quelque chose, etc. Puis c'est plus l'adulte qui est rendu comme responsable de tout le monde, fait qu'il y a beaucoup plus d'énergie à la fin de la journée parce que la tâche s'est répartie pour tout le monde, ça s'auto-régule, tout le monde a sa place dans le système. Puis tu sais, éducation permaculturelle, là, tu sais, c'est moi qui a nommé ça comme ça, mais ça peut vraiment être toutes sortes de choses. C'est juste de respecter cette diversité-là, de voir l'être humain justement comme un élément qui a des besoins, puis de voir comment je peux répondre à ces besoins-là entre les éléments, tu sais, entre les différents éléments qui sont présents dans la communauté d'apprentissage. C'est intéressant de réfléchir à la Terre plus qu'à l'espèce ou à l'individu, puis essayer de conformer la plante. Même au niveau des plantes de maison, tu sais, je me rends compte que on les choisit parce qu'elles sont belles, puis parce qu'elles tombent dans une certaine direction. Puis même moi, je regardais des plantes, on a réaménagé l'appart. Puis là, la prochaine étape, c'est de rajouter plus de plantes. Puis c'est ça mon réflexe, c'est de dire laquelle va bien fitter dans tel espace, tu vas tomber de telle façon. Puis il y a un souci esthétique. Puis il faut que je combatte cette envie-là en moi de tout ordonner puis contrôler. Puis j'essaie de penser plus maintenant à dire, OK, comment est-ce que je peux créer un environnement plus fertile puis offrir de l'espace aux plantes pour pousser, puis ils vont peut-être pousser pas dans la direction que je veux, tu sais. Justement, j'ai un super figuier qui donne plein de figues, pleinement en santé, mais au lieu de pousser vers le haut, il pousse à l'horizontale presque. Ouais. Il y a une partie de moi que ça m'irrite parce que comme, il prend tellement de place, puis il pourrait tellement être plus beau s'il était droit, genre, puis je me rends compte que ça a l'air anodin, mais que comme qu'on alimente des pensées similaires avec des gens. Ah, ils devraient agir comme ça, ils devraient faire ci, ils devraient faire ça. Puis d'essayer d'influencer le cours des choses pour une finalité qu'on a déterminée qui est purement des fois esthétique ou arbitraire ou qui nous sécurise nous. Mais que si tu regardes l'être vivant, que la plante est, que l'humain est, il y a une identité propre puis un cheminement propre qui nous regarde pas. Des besoins. Puis la permaculture, c'est un lâcher-prise. C'est vraiment, quand t'es permacultrice, moi je dis toujours je suis permacultrice de l'éducation, j'essaie vraiment d'avoir un lâcher-prise dans les moments où que je suis dans une position justement d'éducatrice, puis tu sais de dire ok là j'écoute c'est quoi qui émerge, tu sais, de la part des gens qui sont présents, c'est quoi les besoins, puis tu sais, c'est comme, il y a un permaculteur qui disait, c'est un peu comme le peintre, là, tu sais, qu'il a sa toile, puis il sait déjà qu'est-ce que ça va devenir, puis tu sais, il est vraiment dans le contrôle, ou l'autre, tu sais, qui se laisse inspirer sur le moment, puis qui est à l'écoute, puis qui sait pas, tu sais. C'est un petit peu ça. Je vois plus de cette façon-là. Ouais. Parce que j'essaye, mais j'aime bien le contrôle, moi aussi. Fait que je travaille ça. C'est l'ordre et le chaos. Ben oui, puis tu sais, je pense qu'on enseigne ce qu'on a le plus besoin dans la vie. Puis je pense que j'ai ce petit côté-là, des fois contrôlant, puis j'essaie de relâcher, tu sais, en ce moment. OK. Mais c'est pas... Moi, j'étais plus intense et passionnée, noire et blanche dans mes jugements, dans mes interprétations de la vie. Puis je pense que j'avais un besoin de me sécuriser par le contrôle. Que ce soit, tu sais, contrôler mon corps, tu sais, l'approche du gym, du fitness pour me modeler d'une certaine façon, puis tu sais, j'essayais d'être rigoureuse, puis je me rends compte que c'était des marqueurs externes pour me sécuriser parce que au final, on sait toujours ça, on sent des fois qu'on n'est pas valable, tu sais, puis on essaie par notre environnement extérieur, puis si quelque chose fonctionne pas autour de nous, on le voit comme un échec personnel ou une atteinte à notre valeur personnelle. Fait que c'est niaiseux, mais comme quand j'avais initialement un chien puis qui était pas obéissant, au lieu de le voir comme justement un être autonome dont je dois prendre soin de X, Y façon, je me voyais comme un échec parce qu'il était pas obéissant. Il était pas le beau chien qui se promenait à côté de moi, tu sais, puis je crois que c'est Vincent lui, il est plus un improvisateur. Puis lui, il aime le chaos parce que lui, ça le challenge puis ça lui apprend à se débrouiller, tu sais. Ce qui est complètement pas la vision que j'avais. Moi, quand il y a du chaos dans la vie, je le vois comme un échec de planification puis de contrôle, tu sais. J'étais pas assez prête, tu sais. Fait que ça m'a fait voir une autre vision du monde puis de réaliser que des fois, il faut amener du contrôle puis de l'ordre. Parce que si la vie est trop chaotique,
on n'a plus de repères, puis on n'est pas nécessairement fonctionnel. Mais s'il y a trop d'ordre, c'est oppressant. Mm-hmm. Puis il n'y a pas de nouvelles idées, de choses qui émergent. Fait que c'est de toujours, en fait, ni un ni l'autre va être préférable. C'est le cycle de un à l'autre, perpétuel, genre en termes de permanence aussi, qui va être bénéfique. Que ce soit autant par rapport à la nature ou au développement de l'humain. Oui. Puis, pour revenir encore une fois au logo infini de Renard, c'était de dire, ben, nous, le Renard, des fois, on est dans l'exploration. Tu sais, faut montrer aux gens tout ce qui est possible de faire, puis genre, c'est, tu sais, l'effervescence puis l'enthousiasme. Mais s'il y a trop de possibilités, à un moment donné, on est perdu, puis on a peur. Puis là, faut faire un choix à un moment donné, tu sais, puis le fear of missing out, qu'on dit, là. Avec les médias sociaux, on est submergé de possibilités. Fait que le but, c'est d'inspirer les gens, mais il faut pas juste qu'ils soient devant tellement de possibilités que ça te rend anxieux parce que tu dois choisir puis tu sais pas quoi faire. Fait que là, on se dit, OK, mais il faut aussi outiller les gens à se connaître puis dans ce chaos-là, aller chercher ce qu'eux aiment parce qu'on veut pas leur imposer. Ouais. Fait qu'il faut boucler la boucle. Tu sais, faut passer de cet état-là de on explore puis on essaie de voir plus largement, mais il faut aussi revenir puis choisir pour soi-même puis l'appliquer. Fait qu'on aimait ce mouvement perpétuel-là. C'est génial. Mais bref. Parlant de marque, j'étais curieuse de savoir pourquoi tu avais appelé ton organisme Pléiade. Pléiade, dans le fond, c'est vraiment... c'était pour l'acronyme, là. Tu sais, c'est P, c'est pour permaculture. L, liberté éducative. I, c'est pour intergénérationnel. A, c'est pour autonomie. D, c'est pour démocratie, puis E, c'est pour enthousiasme. OK. Mais t'aimais le mot initialement. Oui, là, t'as fait l'acronyme, t'as fait OK, ça marche. Moi, je fonctionne beaucoup par intuition, tu sais, c'est-à-dire que là, j'étais comme OK, parce qu'avant, mon projet s'appelait Les Enfants de l'Aube, parce que c'était comme joint à un autre projet, puis c'était vraiment comme pour une transition planétaire, etc. Sauf que j'ai commencé à réaliser que de fixer trop sur les enfants, ça perdait cette diversité intergénérationnelle-là. Fait que j'ai voulu changer de nom. Puis ça s'est passé très, très rapidement. J'ai fait, ah oui, ça veut bien ce mot-là. Puis tac! Avec l'acronyme, j'ai fait, ok, c'est parfait. C'est bon. Puis tu offres des ateliers de philosophie. Oui. On n'en a pas parlé encore, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Puis j'ai l'impression que c'est dans cette réflexion-là de aider l'enfant à être apte de prendre des décisions, de réfléchir par lui-même puis de décider pour lui-même. Ouais, absolument. Mais c'est ça, dans le fond, l'enfant, là, ça veut dire celui qui ne parle pas. Fait que moi, quand j'ai appris la racine du mot enfant, c'est oui? Infant. Ouais, c'est celui qui ne parle pas. Moi, ça m'a vraiment choquée. Puis là, j'étais comme, vite, il faut leur donner des espaces de parole. Fait que c'est sûr qu'au début, c'était aussi pour moi une manière de travailler avec des enfants, tu sais, puis de dire, OK, je vais pouvoir aller dans des écoles, je vais pouvoir créer mes groupes, puis je vais pouvoir créer des espaces où je vais pouvoir, c'est ça, être avec des enfants, puis leur redonner ce pouvoir-là. Cette dignité-là. Pour moi, de dire à un enfant, tu sais, on va parler de grands sujets universels, tu sais, je veux savoir qu'est-ce que tu penses, toi, de l'amour. Je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu penses de la mort. C'est quoi pour toi la liberté? Tu sais, de vraiment faire comme, ben oui, t'as ta vision de cette grande thématique-là, puis t'as autant le droit que moi, adulte, tu sais, de te prononcer là-dessus. Puis je trouvais ça beau de dire que cette pratique-là, d'une certaine façon, elle apportait aussi toutes sortes d'autres bienfaits, tu sais, comme, par exemple, on va outiller les enfants à développer leur sens critique, parce que à quelque part, l'enfant va développer la croyance que ce que l'adulte dit est nécessairement vrai. Mm-hmm. Puis ça peut devenir très dangereux et très traumatisant. Surtout aussi quand tu vieillis puis t'es exposé à des points de vue différents. Puis là, t'es comme, mais c'est qui a raison? Si les adultes ont tous raison. Exactement. Là, t'es comme confus. Puis j'étais incapable de me prononcer. Puis c'était beaucoup ça pour moi dans le domaine politique, tu sais. Ben je me le considérais pas très politisé. Fait que là, je voyais des opinions complètement contraires, puis j'étais vraiment confuse parce que ça me venait pas à l'esprit que c'était à moi de décider par moi-même, puis que je pouvais avoir une opinion et respecter celle de l'autre en même temps. Exactement. Puis je pense que justement, quand t'es dans une communauté de recherche philosophique, c'est un laboratoire où on va laisser émerger les croyances des gens. Puis comme ces croyances-là se rencontrent dans un cercle, ben là, tu peux prendre conscience que genre, hey, il y a plein de monde ici, là, ils ont toutes l'air sains et saines, puis ils pensent toutes des affaires différentes, puis c'est correct.
Tu sais, pis c'est vraiment ça qui est super intense, même avec les adultes, tu sais, surtout avec les adultes, c'est encore plus gros parce que des fois, les gens arrivent dans mes ateliers, puis ils viennent avec l'esprit de débattre. Sauf que moi, je leur dis, non, ici, on ne débat pas. Ici, on co-construit des idées. OK? Fait qu'on va vraiment partir, de la vérité de tout le monde. On va l'évaluer, tu sais, avec des outils puis tout ça. Mais on va réussir à voir que ta vérité, ma vérité peut cohabiter ensemble. Puis, on est vraiment comme des explorateurs pendant 1 heure, on part, puis on recherche à s'éloigner de l'erreur, mais on va pas arriver à un point fixe qui va s'appeler vérité, là. Fait que c'est super intéressant, là. Même avec, c'est ça, adulte, enfant, je l'ai fait aussi, puis là, il y a comme des dynamiques qui ressortent, tu sais, que finalement, les adultes sont là, puis ils mettent un peu des mots dans la bouche des enfants, ou ils pensent être en train de leur expliquer quelque chose, mais tu sais, finalement, l'enfant va sortir quelque chose de vraiment wise. Puis là, t'es comme, OK, tu sais, humilité. C'est le bout qui me venait en tête. Mais c'est fou, c'est ça, c'est si on infantilise, on peut limiter le potentiel parce que c'est ça, l'enfant va pas nécessairement exprimer ses propres idées ou son propre génie. Puis il va aussi, à la longue, finir par y croire qu'il est inapte à réfléchir par lui-même ou qu'il a ses propres idées. Mais c'est vraiment intéressant parce que même l'idée du débat, il y a quelque chose de gratifiant de dire « Ah, je crois en mon idée, puis voici comment je l'argumente. » Puis c'est vrai que la philo est amenée beaucoup de cette façon-là. Ouais. J'aimais bien les cours de philo à l'université, puis c'est à amener une certaine rigueur intellectuelle puis appuyer ses idées. Puis peut-être que j'ai oublié ça de mes cours, peut-être que c'était exactement ça le discours, mais il me semble que c'était pas de dire on discute pour faire émerger un sens commun ou pas, ou voir la vérité. Puis il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans, parce que je crois vraiment que si on est dans un monde intellectuel et qu'on a la perception que quelqu'un qui a pas la même vision du monde que nous va nous porter atteinte, va nous enlever quelque chose. Ouais. On a l'impression que le territoire intellectuel va nous enlever dans le monde réel des ressources ou des choses qui nous appartiennent, ou que ça peut menacer notre propre liberté, puis c'est pas nécessairement le cas. Mais ça, c'est l'ego, hein, c'est, tu sais, comme de dire, ah, si ma réalité est fausse, je suis en danger. Je suis en danger. C'est vraiment viscéral, hein. On a l'impression qu'on va mourir si notre vérité est pas vraie. Je suis quoi si c'est faux ce que je veux dire? Puis là, c'est juste, apprends à te calmer, là. C'est pas parce que ça, c'est vrai que toi, c'est faux, là. Tu sais, ton idée n'est pas tout qui tu es. Tu sais, quand on parle de spiritualité, là, c'est de dire, t'es quelque chose, une âme, un esprit beaucoup plus vaste. Ouais. Et t'es pas défini par tes idées, ce qui est vraiment difficile à accepter souvent. Puis justement, si on se définit par nos idées, si quelqu'un attaque notre idée, on le voit comme une atteinte personnelle. Ouais. Je vais aller plus loin, là, OK, parce que j'ai l'élan d'y aller, mais j'ai l'impression des fois que, tu sais, il y a des mouvements, des fois, où je vois que les gens, ils ont une idée, puis moi, mettons, je suis végétalienne, OK? Puis je sais qu'au début, quand j'étais végétalienne, à un moment donné, c'était l'idée du végétalisme, puis tout ce que ça implique était en moi, puis ça venait, même plus moi qui parlais, c'était comme presque l'idée qui parlait à ma place, puis je devenais super intense, puis vraiment, puis genre, je sens tellement que j'ai réussi justement avec la philo à faire comme, attends une minute, tu sais, cette idée-là, tu sais, c'est pas moi. Puis moi, qu'est-ce que j'en pense, tu sais, vraiment, puis là, j'ai été capable d'aller comme me détacher plus du côté émotionnel des fois, puis de prendre peser le pour puis le contre, puis de dire « Ah, mais non, ça peut être vraiment en même temps que ça. » Puis il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là, tu sais, en général, là. Avec Facebook, on le voit beaucoup, là, tu sais, c'est comme un espèce de laboratoire où tout le monde pitch leur idée, puis ils débattent ensemble, tu sais, au lieu de co-construire, justement. Absolument, puis je suis contente que la discussion revienne là, parce qu'on a parlé des écrans. Puis justement, c'est une grosse problématique, puis autant pour les enfants que les adultes. Tu sais, les enfants en consomment parce que les adultes en ont, puis les utilisent, puis on peut pas dire à un enfant « Va jouer dehors » en étant sur son sel, tu sais, on lève les yeux du sel « Va jouer dehors ». Tu sais, je suis occupée, fait. Puis même moi, quand j'ai eu cette réalisation-là, de dire « Faut prôner par l'exemple », j'ai commencé à réaliser à quel point c'était douloureux, certaines journées, de ne même pas toucher mon cellulaire, de ne même pas le soir regarder quelques vidéos YouTube pour me changer les idées. Puis là, je me disais, le premier réflexe, c'est de dire, faut le couper, tu sais. Puis il y a un discours en ce moment de dire, avant tel âge, absolument aucun écran pour les enfants.
j'y crois vraiment en partie parce que c'est de la drogue, c'est conçu pour être addictif. Fait que, mais en même temps, ça nous a apporté vraiment de bénéfices. Fait que ma perception a évolué vers soit ton approche, c'est de contrôler vers l'externe, puis de mettre des règles, puis de mettre des punitions, même envers un adulte, là, de dire je peux pas faire ci, faire ça avec les écrans. Puis ça amène aussi un pattern de culpabilité ou de contrôle. C'est de dire comment est-ce que tu outilles l'individu pour utiliser les médias, prendre l'outil à son propre avantage. Puis au lieu de démoniser les écrans, c'est d'aider l'enfant ou même l'adulte à se positionner puis à dire c'est un univers vraiment diversifié, le web. Oui. Sur le web, il y a de la crap, puis il y a des bonnes choses. Puis c'est pas de dire que c'est tout beau ou c'est pas de dire que c'est tout mal, c'est de dire toi comme individu, qu'est-ce qui t'alimente, puis qu'est-ce qui est bénéfique. Puis de faire la différence un peu, si on revient aussi avec l'analogie alimentaire, c'est de dire il y a de la junk food, puis il y a des aliments nutritifs, puis faut que tu apprennes à faire la distinction. Puis là, tu empower. J'ai toujours la misère parce que j'adore ce mot. En puissancement. Je sais qu'une des traductions, c'est l'autonomisation. Moi, je dis en puissancement. Je trouve ça tellement powerful. Mais je comprends. Empowerment. Ouais, c'est ça. Puis là, t'es comme autonomisation. Puis t'es comme, ça, c'est pas aussi sexy, mais... Puis, c'est ça, dans l'approche de dire, OK, au lieu de démoniser une chose puis de vouloir m'en dissocier, c'est au lieu de tourner le regard vers moi, puis d'augmenter mes propres capacités, puis ma propre confiance en la vie, puis en moi-même, de faire face à l'adversité qui est en ce moment l'attrait des écrans, puis comment juste aller, tu sais, t'es au Facebook, puis là, t'es comme, je vais juste aller checker telle affaire, puis des fois, j'oublie pourquoi je suis allée, puis ça fait 5 minutes que je cours dans... Tu sais, comme ça nous arrive tous, puis ben, c'est parce que ça a été conçu pour ça, c'est une machine excessivement puissante pour ça, puis là, c'est OK, non. Mais d'en être conscient, puis de se prononcer... Mais t'avais Thierry Pardo, justement, qui me parlait, il disait, chez moi, les écrans, c'est un non-sujet parce que, il dit, j'ai appris à mes enfants à décoder, il dit, en fait, les enfants ont appris aussi par eux-mêmes, là, tu sais, à décoder, c'était quand intérieurement, ils étaient plus bien, là, par rapport aux écrans. C'est quand ils avaient besoin de nature. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de comment je suis déconnectée ou connectée à moi-même. Si je suis connectée à moi-même, je vais avoir le senti que genre, moi je le ressens là quand j'ai passé trop de temps sur l'écran puis que là, j'ai comme un brain fuzz puis je suis comme là il y a quelque chose qui se passe. Là je m'en vais dehors puis je me rends compte qu'il y a des enfants qui peuvent apprendre à faire ça aussi. Fait que juste le fait de ne pas les déconnecter de leur senti, ça peut les aider à ce niveau-là. Je pense que on est dans un monde digital, de plus en plus digital et virtuel. Oui. Puis on valorise beaucoup l'intellect, la réflexion, ce qui est vraiment une bonne chose. Puis j'ai l'impression qu'on valorise... Puis on voit le corps comme une machine, tu sais. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique là parce qu'on voit pas le corps comme le lieu des émotions, puis comme un véhicule vraiment puissant, puis... habile, et tu sais que c'est le corps qui nous permet de faire toutes sortes de mouvements quotidiens qui enrichissent notre vie. Oui. Puis encore plus loin, de s'ancrer dans son corps, d'être conscient de son corps puis de retourner dans les sens. Il y a tellement, c'est ça, une grande valorisation de la musculature, de la posture, puis encore une fois de l'effort intellectuel puis du monde virtuel qu'on oublie. C'est comme plus sexy de penser que ressentir les choses, c'est valable, tu sais. Puis c'est fou, même en yoga, j'ai l'impression que, tu sais, personnellement, mettons, j'ai vécu dans un ashram de yoga, puis j'ai vraiment fait une immersion là-dedans pendant quelques temps, puis, tu sais, je me rendais compte à quel point il y avait beaucoup de gens qui étaient là justement pour le fitness, puis comme tu dis, la souplesse, puis tout ça, puis c'est correct, là, tu sais, c'est parfait, mais, tu sais, notre enseignant aussi, il nous apprenait à voir, tu sais, OK, mais à travers le mouvement, tu peux reconnaître ta limite. OK, c'est quand que, genre, là, aujourd'hui, c'est là ma limite, genre, je le ressens dans mon corps me parle, j'arrête, puis en accueillant ma limite, après ça, je vais pouvoir la dépasser, là. Puis, tu sais, je ramenais ça dans la vie, puis j'étais comme, wow, c'est un outil exceptionnel, le corps, mais tu sais, c'est pas toutes les approches de yoga qui vont nous amener là. Non, c'est ça, il y a une explosion du monde du yoga, tu sais, il y en a qui sont très fitness, très sport, puis c'est correct. Mais je pense, c'est ça, on a peut-être plus d'affinité avec les modèles qui sont, au lieu d'être
voici le mouvement, puis fais-le. Puis là, tu sais, le prof te modèle, puis te contrôle, puis te dit, ah, mais non, tu devrais t'aligner de telle façon. Je me rends compte, j'appréciais plus les professeurs qui étaient non pas dans la forme, mais dans on va faire une position, arrête-toi, comment ça te fait sentir. Puis au début, c'était pas agréable parce que je voulais pas entendre ce qui se passait dans mon corps, puis j'appréciais pas les tensions et tout. Pour moi, encore une fois, c'était un échec, tu sais, je me disais, si je suis tendue, c'est parce que j'arrive pas à gérer mon stress, puis toutes ces tensions-là, au lieu de le voir comme des messages pertinents, qui m'indiquent des choses, puis que je dois écouter, qui sont des fois des sonnettes, des fois des alarmes, tu sais, ça dépend, mais je les voyais pas comme des messages, je les voyais comme des échecs, tu sais, de dire, je contrôle pas assez bien mon corps, je connais pas assez mon corps, mais de déprogrammer ça, d'avoir encore une fois une approche d'humilité, puis de dire, je suis imparfaite, mais ma force, c'est d'être capable de me comprendre moi-même, puis de tirer des conclusions, puis d'agir en conséquence, tu sais. Puis au lieu de me dire, je suis pas assez flexible, je suis pas capable de monter ma jambe à tel endroit, c'est de dire, ce mouvement-là me plaît puis me fait sentir bien, ou celui-là m'indique une chose ou une autre, tu sais. C'est tellement ça. Ça me rappelle justement quand j'étais au ashram, t'avais comme le groupe des débutants puis le groupe des avancés. Moi, ça faisait déjà 2 ans que je faisais du yoga, puis tu sais, ça faisait 1 mois que j'étais là-bas. Fait que tu sais, j'étais rendue, puis c'est une routine vraiment précise. C'est celui de Valmorin? Ouais, c'est une routine vraiment précise. Tu sais, c'est vraiment intense. Puis la D'ailleurs, prof, j'ai pas l'impression que c'est une approche de permaculture. Non, c'est ça. Parce qu'il y a des heures fixes tôt le matin. Tu sais, il y a un horaire à suivre, en fait. C'est intense, mais comme moi, c'est une fille d'expérience. Fait que j'étais allée le faire. Puis je me suis dit, je plonge pendant 1 mois. Puis la prof, à un moment donné, elle vient me voir, puis elle fait comme, excuse-moi, tu sais, comme, qu'est-ce que tu fais dans le groupe des débutants, tu sais? Sauf que moi, j'ai expliqué, écoute, moi, j'ai une approche où justement, je veux pas tomber dans compétition de OK, moi je suis capable d'être sur la tête, puis moi je suis capable de faire le scorpion, puis moi je suis capable de faire ci. Moi je suis ici là pour ressentir qu'est-ce qu'il y a dans mon corps, puis tu sais, that's it, là, je veux pas commencer à me comparer, puis je sais que je vais faire ça si je m'en vais là-bas, puis c'est comme ça, tu sais, c'est comme juste OK, écoute ça, puis je t'achale plus là, tu sais, comme parce que c'est ça, il y avait plein de gens qui avaient jamais fait de yoga, mais c'est tellement important de cultiver ça, puis en même temps, c'est ça. Tout le monde le fait pour des besoins différents. Exactement. Puis j'ai l'impression que des fois, c'est ça, faut commencer par la forme, là, puis d'imiter les mouvements. Là, c'est tout à fait naturel. Tu sais. Souvent, il y en a qui utilisent des termes indiens, des postures, puis là, tu comprends rien. C'est gênant, t'as la tête par en bas, là, faut que tu regardes le prof. Fait que, tu sais, c'est normal de se demander si le corps est bien positionné, puis s'aligner, c'est aussi super important. Mais je pense que moi, j'ai ressenti un bénéfice psychologique vraiment supérieur quand j'ai compris qu'au-delà de la forme, c'est vraiment le ressenti, puis à quel point j'étais déconnectée de mon corps. J'en parle dans un des articles sur Honor, puis moi, je voyais le corps comme un transport pour mon cerveau. Puis je me disais, c'était vraiment ça, je me disais, je veux pas être malade en fin de session parce que je veux que mon cerveau soit performant pour mes examens, je veux que mon corps tienne le coup parce que j'ai du travail à faire au bureau, puis je veux pas être en congé maladie parce que c'est contre-productif, tu sais. Puis ma vision s'est vraiment enrichie en disant non, le corps est beaucoup plus que ça, puis c'est pas non plus superficiel de s'intéresser au corps en disant comme, même dans le monde de la spiritualité, des fois j'ai l'impression qu'il y a un déni du corps, tu sais, l'esprit est plus important, puis le corps c'est juste l'enveloppe, puis même ça pour moi ça me convient plus parce que je me dis non, comme le corps nous parle, puis l'émotion existe pas indépendamment de l'idée puis de la sensation physique. C'est une recherche. Moi je suis comme, peu importe tes croyances, t'es un humain, tu sais. En ce moment, t'es un humain, puis tu vis une expérience humaine, puis moi, c'est vraiment... J'ai flyé dans le monde spirituel, tu sais, puis je pense que là, en ce moment, je suis vraiment plus dans, OK, devenir humain, puis tu sais, voir à quel point... Retour à la terre, puis la matière. La matière, prendre mes idées, puis les incarner, puis chez nous, c'est comme, je fais du ménage à tous les jours, puis... Tu sais, si j'ai des trous dans mes bas, tu sais, je les répare ou je change mes bas, puis tu sais, vraiment dire, OK, là, on revient à l'essentiel, à qu'est-ce qui est vrai. Fait que t'as tout à fait raison de dire, faut valoriser le corps, c'est ton char,
qu'est-ce que tu mets dans ton corps, comment tu te nourris, puis ouais. Absolument, mais c'est fascinant comment tu parles d'incarner tes idées, manifester mes idées dans la matière. Ouais. Puis j'ai fait des études en communication après une maîtrise. Le mémoire, c'était un monde très intellectuel axé sur un ordinateur. Puis j'avais même un dédain des tâches ménagères puis des activités physiques matérielles. Je me disais, je me catégorisais puis je m'étiquetais comme quelqu'un de pas manuel. J'aimais quand j'étais enfant le crafting, puis j'aimais certains trucs, mais carrément, si quelque chose brisait dans l'appart, ça m'irritait parce que je détestais allouer mon temps à ça, parce que je trouvais que c'était pas... en fait, je jugeais pas les gens qui aimaient ça, je valorisais les gens qui aimaient ça, parce que j'étais là, c'est tellement magnifique, puis j'adore que d'autres personnes soient passionnées puis aiment ça, mais moi, c'est absolument pas pour moi. Puis récemment, j'ai recommencé à faire de la couture, puis justement avec le réaménagement de l'appart, je voyais Vince aller, il revenait, il fait j'ai réparé la sonnette, j'ai enlevé ci, j'ai enlevé ça, puis j'étais comme, mais c'est tellement merveilleux que des petites choses comme ça, c'est fou, comme par notre action physique, on règle des choses tellement simples, puis comme effectivement j'ai des trous dans mon linge, puis des fois je me dis je vais faire réparer un jour, puis là maintenant c'est ça, je commence à faire de la couture, puis je me dis les rideaux qui traînent puis qui dépassent de 3 pouces, je vais les raccourcir finalement, puis il y a quelque chose d'incroyable de revenir à ça, de créer quelque chose par ses mains, puis de se rendre compte que par ton action tu changes le monde autour de toi. C'est vraiment simple. Tellement. De dire, si t'es pas capable de changer le moindrement une petite chose dans une pièce, c'est difficile de croire vraiment à ta capacité de changer un système complexe dans la réalité qu'on a aujourd'hui où les problèmes, c'est des enjeux environnementaux vraiment vastes et difficiles à cerner. Exactement. Mais, bref. Je suis tellement c'est vraiment un sujet qui me passionne énormément en ce moment, puis tu sais, justement en ce moment, je suis du genre à faire comme OK, mon frigo il est brisé, je m'en vais sur YouTube, j'ouvre mon frigo, puis tu sais, avant j'étais comme toi, puis nous autres on était une bunch de femmes, on vivait dans un grand appartement ensemble, puis on était toutes comme hors du monde matériel, tu sais, nous autres on parlait de plein d'affaires, tu sais, de philosophie, de spiritualité, puis à un moment donné ça fait comme OK, mais l'appart est vraiment sale. L'appart est vraiment dégueu. Puis là, c'est comme, OK, viens t'incarner un petit peu. Là. Ouais, vraiment. Puis ça fait du bien. Puis maintenant, comme faire la vaisselle, je le vois comme une opportunité de méditation. Tu sais, je fais pas de méditation assise. Écouter des podcasts. Écouter des podcasts. Puis j'essaie de le voir ça comme ça. Je suis debout, je fais la vaisselle, je médite, puis ça fait partie d'une routine qui est bénéfique. Et non pas comme juste, c'est pas du temps productif parce que j'ai pas accompli une tâche que j'avais déterminée d'avance pour un travail spécifique. Tu sais, comme, j'essaie de penser autrement. Mais c'était justement ça, j'essaie toujours de finir les discussions sur des idées, des astuces pour appliquer de ce dont on parle à la maison. Fait qu'on est déjà naturellement, allé vers ça. Comment au quotidien on peut cultiver notre confiance, comment j'ai formulé, c'est en notre propre capacité à apprendre et à enseigner. Ouais. Ben, c'est sûr que moi, comme je m'en vais dans un autre paradigme, pour moi, c'est plus vraiment une question... Tu sais, on est des machines à apprendre. Comme je disais tantôt, notre cerveau, ben, il va mimer les gens qui nous entourent. Notre cerveau, comme quand on joue, on fait des choses qu'on aime, on apprend naturellement. Fait que c'est quelque chose qui se fait naturellement. Après ça, enseigner, c'est sûr, bon, il y a des moments où c'est le fun, c'est quelqu'un qui nous apprend des choses. Puis je pense que il y a, si on veut, des gens qui ont une vocation, qui ont quelque chose de naturel, tu sais, des pédagogues, puis tout ça. Puis oui, je crois en ça. Mais je crois aussi à la passion, puis au fait que la passion, ça devient comme... Tu sais, tu vibres, puis tu sais, quelqu'un qui vibre, là, tu parlerais de volcan pendant 3 heures, tu serais comme... ouais, tu sais. Puis là, ça crée de l'enthousiasme, fait que là, tu gobes l'information, puis... Fait que je pense que plus on va être dans une culture où on va vraiment se permettre d'écouter qu'est-ce qu'on aime, puis on va se faire confiance d'aller vers là, tout ça va se faire naturellement. Ces échanges-là vont se faire naturellement. Fait que ben, ça revient à se poser, écouter ce qui nous amène, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait pas vibrer. Oui. On parlait de Marie Kondo en arrivant, qui fait cet exercice-là avec les objets, tu sais, de tenir un objet puis de dire est-ce que cet objet m'apporte de la joie ou pas. Puis c'est la seule question qu'elle demande aux gens. C'est pas est-ce que c'est rentable de le garder ou pas, c'est juste est-ce que ça te fait ressentir de la joie de faire l'objet. Puis j'ai l'impression qu'il faut faire l'exercice intellectuel sur des sujets comme des fois qui sont abstraits puis de dire est-ce que ça me fait sentir bien ou pas, est-ce que ça me fait vibrer à l'intérieur. Puis c'est ça qui va te permettre de trancher
c'est pas un objectif extérieur à toi, ça part du ressenti. Exact. Puis d'alimenter ça par après, de l'accepter puis de l'alimenter par après. Ouais. Puis de se pratiquer par le corps à le ressentir, comme avec justement du yoga ou de la méditation, ça peut être vraiment génial. Puis vraiment, de prendre le temps, quand quelqu'un me propose quelque chose à l'extérieur de moi, des fois, t'es là, puis t'es en train de faire quelque chose, puis il y a quelqu'un qui t'appelle. Ah, tu es au cinéma? Ah, tu veux faire ci? Tu veux faire ça? Hey, tu devrais faire ça. De prendre le temps de t'arrêter, puis de dire, OK, moi, là, qu'est-ce que je ressens qui est juste pour moi ce soir? C'est-tu de nourrir mes amitiés, mes connexions humaines, ou c'est de travailler, tu sais? Puis ça, je pense déjà, là, si on fait ça, là, il y a un grand bout de fait. Vraiment, c'est vrai, j'aime ça quand c'est une action simple qui est pas facile à faire tout le temps. Oui. Mais justement, qu'on a l'opportunité, jour après jour après jour, d'adresser ça. Puis commencer avec ça, c'était déjà un bon départ. Parce que ça t'oblige de choisir, de dire oui ou non à une opportunité. Ça t'oblige à questionner tes valeurs, tes intérêts. C'est ça. Puis à voir comment ça te fait sentir. Moi, je suis pas encore... j'apprends à faire ça exactement en ce moment. Quand je me fais bombarder des choses, là, c'est simple, mais c'est pas facile. Fait que c'est bien de commencer par ça. Je vous le dis parce que j'en ai besoin, tu sais. Fait que c'est vraiment ça, là. C'est un apprentissage. Ouais. Dans les sujets du podcast, on dit qu'on s'intéresse au mouvement, au quotidien, tout ce qui est le style de vie, les habitudes et à l'essentialisme. Je sais pas si c'est un terme que tu avais déjà entendu. Ben, je pense que oui, là, mais tu peux c'est-tu vraiment le fait de se connecter à l'essentiel dans tout? Exactement. Tu sais, il y a eu un grand mouvement sur le minimalisme. C'est quelque chose qui nous intéresse, qui nous interpelle beaucoup. Vince et moi, on essaie de pas vivre dans le superflu. Mais on se rend compte qu'une des tangentes, c'est de vouloir avoir le moins de choses possible. Ouais. Puis ça devient même quantitativement. Tu sais, j'avais entendu parler d'un gars qui était là, moi, je possède 50 choses, puis c'est tout. Tu sais, puis il y a une valorisation d'avoir le moins de choses possible. Mais il y a eu un espèce de retour, après qu'on s'est débarrassé de plein d'affaires, c'est le retour de dire, OK, mais finalement, ce qui est le seul minimum de ce qu'on a besoin, c'est subjectif. Ce qui est, finalement, le mot essentiel revenait. Ce qui est essentiel pour toi n'est pas le même pour moi. Tu sais, puis c'était dans le monde du sport à l'époque, avec Renard, on se disait, nous, on veut faire des fiches explicatives qui montrent aux gens l'essentiel à savoir pour faire une activité. Fait que si on parlait, mettons, de pêche sur glace, c'est un des prototypes qu'on avait fait, c'est de dire, OK, quelqu'un qui pense que la pêche sur glace, c'est pas accessible, mais on veut lui montrer que c'est une possibilité, ben on va dire, oui, il peut en faire. C'est quoi, selon l'âge de l'enfant, ce qui est réaliste ou pas. Puis au niveau de l'équipement, je me disais, comment je juge, moi, la quantité d'équipement qui est requis? Parce que certaines personnes vont vouloir le truc faire le trou puis vont s'arranger. D'autres vont avoir la tente, le feu portable. C'est ça. Tu sais, fait que c'est de dire finalement peut-être des scénarios puis de dire voici le kit pour la personne qui aime avoir tout l'équipement, puis la personne presque survivaliste, puis la personne au milieu qui va se débrouiller, tu sais. Puis là, c'est là que j'ai commencé à réaliser, à me poser des questions sur ma propre définition de ce qui est essentiel dans ma vie. Puis là, j'ai googlé essentialisme, puis c'est un courant philosophique qui a pas rapport avec ce que je parle, mais un gars aux États-Unis qui a écrit un livre qui s'appelle Essentialism, puis qui parle de ça, de identifier ce qui est essentiel pour toi, puis avoir la capacité de dire non à ce qui l'est pas pour faire de la place dans ta vie à ce qui l'est. Fait exactement. Ça... une éducation essentialiste. Merveilleux. Donc, c'était vraiment une magnifique discussion. J'ai vraiment apprécié ta présence, puis je pense qu'on va rester en communication. On a senti dès le départ que ça a cliqué dans le monde de l'éducation alternative, justement dans cette capacité-là à penser les choses autrement. Et les gens qui, à la maison, nous écoutent et aimeraient te suivre aussi dans tes projets, je vais te laisser nommer en fait les différentes plateformes où ils peuvent rejoindre Pléiade et toi. Oui, c'est ça. Dans le fond, mon site internet, c'est pléiade.co. Puis par la suite, j'ai la page Facebook également pléiade.co et Instagram pléiade.co. C'est simple. C'est ça. J'ai fait ça simple. Et là, finalement, j'ai parti le nouveau podcast, donc Éducation autrement, qui est disponible sur iTunes, Spotify, puis SoundCloud. Donc, vous pourriez y avoir accès. Vous pouvez aller dans la barre de recherche, mais sinon, sur le site internet, vous allez trouver tout ce que vous recherchez. Super. Puis là, à court terme, on te souhaite bonne chance aussi dans tes projets
de sensibilisation par rapport avec le gouvernement. Merci. Oui, informez-vous, c'est important. Puis c'est ça, sur ma page, je vais relayer beaucoup de choses, mais sinon, vous pouvez aller suivre la page du Front de solidarité pour une liberté éducative, puis sinon la page du RÉDAC, donc du Réseau des écoles démocratiques au Québec. On va vous passer de l'information là vraiment pour vous tenir au courant. Ouais. Ben, merci encore pour ta présence. À la prochaine.